Eh bien, bonjour à tous. Alors, je me trouve un peu sombre, là. Comment je peux me faire éclairer comme ça? Un peu sombre. Bon, c'est pas grave. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire de la bande dessinée. Vous allez me dire, comme d'habitude, et je vais vous répondre oui, absolument. Voilà. Donc, on va faire de la couleur, par contre, contrairement à d'habitude. Alors, je me rends compte avec effroi que je vois plus mon stylet, parce qu'on va faire ça à la palette graphique aujourd'hui. Alors, coucou Drogastorpé, coucou Marika Junistrum, c'est gentil de passer me voir. Et voilà, et aujourd'hui on va faire de la couleur, donc on va faire la couleur de la planche qu'on a dessinée la dernière fois, qui était la course des éclairs, voilà, avec les petits animaux qui courent pour faire connaître les maladies génétiques liées à la vision. Donc je fais ça pour l'association Act2See qui me l'a commandé, une planche de communication. Voilà, j'ai retrouvé mon stylet, donc tout va bien. Là j'ai un petit machin qui pendouille. On va l'enlever, c'est pas joli. Voilà. Et on va faire ça en écoutant un cours de zététique de Richard Monvoisin. Voilà. Alors le problème, c'est que je sais plus du tout où est-ce qu'on en était. Donc je vais mettre un peu au hasard. Alors apparemment ceux-là on les a écoutés, donc on va mettre l'épisode 5. Voilà. Base d'épistémologie. Intéressant ça. Hein, voilà, donc on va mettre ça. Hop. Il faut que je mette en plein écran. Voilà. Bon là on n'entend rien, c'est normal hein, pour l'instant. Ah, tais-toi. Celui-là, je vais le mettre là. Il y a toujours son générique discutable, hein, ce cours. Mais bon, on fera avec. Hop, voilà. Et puis ben, on va commencer. Allez. Alors, la couleur, c'est pareil. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ordinateur et je crois que j'en ai jamais fait si j'en ai fait mais il y a longtemps en stream. Voilà, donc on va quand même y arriver. En plus sur cet ordinateur que j'ai changé récemment, j'ai pas trop encore mes marques parce que j'ai pas toutes mes brosses Photoshop, tout ça. Donc voilà, on va quand même se débrouiller. Alors on va en profiter pour arrêter la musique. Et je vais lancer Richard, voilà, avec son générique inénarrable. Et puis on va partir. Alors, voyons voir. Je crois que j'ai un raccourci clavier pour... je me souviens plus comment on met ça en plein écran. C'était F. Ah voilà, c'était F, voilà. C'est plus joli comme ça. Alors, par contre, je vais devoir... Tous les autres cours que vous recevez à l'université, il faut en douter. Mais pour le faire, il faut qu'on se mette d'accord sur quelques points. Et les quelques points qui viennent là, ils sont absolument essentiels dans la démarche. Je crois qu'il me reste, si je veux vraiment vous prendre vos questions, je vais juste introduire les questions de science, la distinction entre acte de foi et adhésion, qui sont essentielles si on ne veut pas s'engueuler. Pas entre nous, mais entre vous même et avec vos collègues et vos copains et vos familles. Derrière le mot science, quand j'utiliserai le mot science, moi, il a un sens très précis, qui n'est pas le même que pour beaucoup de gens qui parlent. Derrière le mot science, il y a 4 sens différents. Ça fera une révision. Le premier sens, c'est, quand on parle de science, parfois on entend le groupe social des scientifiques. C'est tous les gens qui font de la science. Alors bon, vous êtes à l'université, vous n'êtes pas trop complexé par ça. Mais pour les gens qui ne sont pas à l'université ou qui ne connaissent pas trop de scientifiques, leur imaginaire, c'est plutôt, je vous ai mis le... Alors voilà, donc là j'ai mis les petits animaux tels qu'ils apparaissent dans leur présentation. Donc comme ça, j'ai les couleurs de base et puis l'herbe, elle est comme ça aussi. Voilà. Alors, comment on va faire? Je vais commencer par l'éléphant. Tiens, il me tente celui-là. Hop, voilà. Le doc de Retour vers le futur. Je vous ai mis des mecs qui font des trucs bizarres dans leur cave et qui injectent genre les docteurs Frankenstein de maintenant, quoi, si vous voulez. Et c'est le groupe social, il est critiquable.
il a ses rites, il a ses grades, il y a plein de trucs critiquables. La sociologie des sciences critique ça d'ailleurs, hein, de manière approfondie. Moi, je défends pas le groupe social et scientifique, je m'en fous, quoi. Je m'en fous. La somme des connaissances, c'est déjà plus intéressant. C'est tout ce qu'on sait sur le caniche à poil ras, tout ce qu'on sait sur le cloporte, tout ce qu'on sait sur la salade, tout ce qu'on sait sur le neutrino, tout ce qu'on sait sur, je sais pas moi, l'escalade d'engagement en psychologie sociale, tout ce qu'on sait sur l'arabe littéraire du XIe siècle. Vous voyez, tout ce qu'on sait à un moment donné. Ça fait un empilement de bouquins, c'est pour ça que j'ai mis un empilement de bouquins. Mais vous savez que la science, c'est un processus qui est correctif, parce qu'il est collaboratif, et il est collectif, et il est correctif. C'est-à-dire qu'on corrige quand c'est faux. Ça prend parfois plus ou moins de temps, mais on corrige. Et donc, généralement, les feuilles du dessus, elles bougent, quoi. Les dernières publications qui arrivent, il y en a un autre qui refait, on se rend compte que c'est pourri, hop, et on vire, et tout. Des fois, il arrive même qu'il y ait des révolutions. Alors, révolution, on appelle ça comme ça, hein, c'est quand quelqu'un vient et tire un bouquin très bas dans la colonne, quoi. Donc, Einstein, 1905, il arrive, il tire, plof. Enfin, tout tombe pas, mais il y a quand même pas mal de dégâts. Voilà, ça arrive, ça, parfois. Mais n'empêche, c'est un ensemble qui est stable, et de toute façon, vous n'avez que ça pour vous appuyer. Donc quand vous allez faire vos recherches, il faut d'abord faire l'état des lieux, savoir où on en est, quelles sont les connaissances sur le sujet que vous prenez, qu'est-ce qu'on a fait sur la télépathie, qu'est-ce qu'on a fait sur qu'est-ce qu'il y a sur le triangle de la Burle, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, il faut d'abord faire la bibliographie. Donc la somme des connaissances, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis la technopolitique. J'insiste sur ce point parce que c'est probablement le sens du mot science qui écœure le plus les gens. C'est qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'argent sur tel ou tel sujet de recherche ? Qu'est-ce qui fait que les pathologies qui touchent les Noirs et les populations pauvres intéressent beaucoup moins les gens blancs et riches qui décident généralement, qui sont plutôt blancs et plutôt riches la plupart du temps, et qui préfèrent plutôt placer cet argent sur des recherches qui touchent, je sais pas, par exemple, le paludisme. Vu le nombre de gens qui meurent de paludisme, ça devrait être une priorité mondiale, quoi. Ben, bizarrement, ça ne l'est pas, quoi. Qui décide ça? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gros scandales sanitaires comme la dépakine, le Mediator et vous voyez, plein de gens se disent « Ah ouais, en fait, c'est ça la science, c'est ces trucs-là dégueulasses là, qui se font en notre nom avec notre argent et qui sont trop moches, sur lesquels on n'a pas de contrôle. Si c'est ça la science, alors moi, j'en veux pas. » Et en fait, le processus, il est fréquent. Je remarque que beaucoup de gens qui vont tomber dans des trucs anti-science, contre la démarche scientifique, si vous voulez, sont des gens qui sont écœurés par ce qui en est fait sur le plan politique et sur le plan technologique. Et je trouve autant ils ont raison d'être écœurés par ça et de vouloir le refaire et le critiquer, autant jeter pour autant la démarche, elle, c'est dommage. Et c'est ça le quatrième sens de ce que je veux dire, c'est la démarche intellectuelle. La science, c'est la démarche intellectuelle. C'est pas une dictature que l'on place sur le monde, la science. C'est la seule démarche qu'on a inventée pour arriver à tomber d'accord sur quelque chose tous ensemble. Quels que soient nos avis de départ, quelle que soit notre subjectivité, nos croyances, etc. On va tous tomber d'accord sur le fait que si on veut sortir d'ici, on va essayer de viser la porte. On ne va pas miser sur un effet tunnel à travers le mur, quoi. Comme disait l'autre, après cette interview, nous n'excluons pas de nous lever. Hein. Mais pour moi, la science, pas pour moi, pour Pascal Marchand, dans cet excellent livre que nous avons réalisé de concert, lui et moi, Eureka, une histoire des sciences durant l'Antiquité. Donc, pour Pascal Marchand, la science, c'est donc disponible sur mon site aux éditions La Boîte à Bulles, que vous pouvez commander chez votre libraire. Mais si vous le commandez sur mon site, il est dédicacé. Il ne faut juste pas être trop pressé. Et accepter de payer des frais de port. Donc la science, dans ce livre, c'est ce qui permet d'expliquer les phénomènes naturels sans faire intervenir la volonté divine ou juste le hasard. Le hasard intervient, mais il n'est pas la cause des phénomènes, ni la volonté propre des éléments. Voilà, la science, c'est ce qui explique les phénomènes en utilisant la seule loi de la causalité, en fait. Voilà. Tous d'accord que il vaut mieux passer par la porte, qu'il y aura moins de frottement, et puis que l'effet tunnel au niveau macroscopique, ça ne marche pas, et qu'on risque de faire comme certains dans Harry Potter, se payer le mur, se faire mal, quoi. Vous voyez ? Donc on dit que c'est la démarche intellectuelle qui est contraignante, qui vise à faire des affirmations vraisemblables sur le monde. On ne dit pas vrai en science. Le vrai, ça n'existe pas en science. Parce que, de toute façon, si ça se trouve, le vrai sera un jour faux. Si vous voulez. Donc on dit qu'il y a des choses qui sont vraisemblables, il y a des choses qui sont plus vraisemblables que d'autres. Et pour l'instant, on peut dire qu'il y a des choses plus vraisemblables que d'autres. La gravitation, la théorie de la gravitation, actuellement, elle est la théorie la plus vraisemblable pour expliquer pourquoi les corps lourds tombent, quoi. En tout cas, c'est plus vraisemblable qu'un lutin invisible qui viendrait saisir les objets et les tirer par terre. Si vous voulez. Ouais, ça marche moins bien, quoi. Mais si ça se trouve, dans 100 ans, on aura trouvé une théorie qui est plus complexe que ça et qui
Bah, la gravitation, c'est pas du tout une force, hein, c'est la théorie plus complexe, elle existe, c'est juste que c'est l'espace-temps qui se déforme en fonction de la masse des objets. Voilà. Et donc, les objets ne sont pas attirés par une masse, juste ils suivent l'espace-temps qui est déformé. Voilà. Enfin bon. qui explique plus de choses. Donc c'est ça, moi, que je défends. Quand j'utiliserai le mot science, j'utiliserai toujours la démarche intellectuelle. Vous voyez, c'est pas autre chose. Alors attendez, ça c'est bizarre. Ça c'est la queue de l'éléphant? C'est la queue de l'éléphant, ça. Ça là? Ça m'épate. Ouais, c'est bizarre. Bon, je vais la faire comme ça, puis j'aviserai plus tard. En plus, là, je suis une version basse définition du... ouais, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire une version haute définition. Je crois que je vais être obligé d'exporter en haute définition pour pouvoir modifier éventuellement. Mais alors, la haute définition, elle n'est pas montée, ou alors elle est montée dans InDesign. Alors, est-ce que j'ouvre InDesign? Hop, InDesign. Donc je pense à me faire sponsoriser par Adobe. Quand, Coucou Lola Springwater, merci de venir là. J'espère que ça va bien. Alors voyons voir, la planche dans InDesign, elle est là. Voilà. Là c'est performance affichage. C'est de la haute définition. Donc on va l'exporter. Voilà. Oui, on va la remplacer. On va mettre 1200 pixels par pouce et on va faire ça en gris. Voilà. Qualité maximum 1200. Ok, exporter. Oui, parce que pour l'impression, le mieux c'est de garder la haute définition. On remarque c'est plus destiné aux réseaux sociaux. Bon, on va aviser. Alors, voyons voir si je l'ouvre, cette planche. En haute définition, est-ce que c'est bon? Ouais, elle est en haute def là. Elle a été modifiée, oui, mettre à jour. Voilà. Ah, allez, on repart sur Richard. Là, j'ai pas résisté à vous mettre Bertrand Russell qui dit, il dit, en fait, à un moment dans un article, il dit, je vais faire une phrase qui est complètement avant-gardiste et à mon grand étonnement, elle est avant-gardiste et elle choque beaucoup de gens. Donnez-moi de bonnes raisons de penser ce que vous pensez. En fait, la démonstration scientifique, c'est ça. C'est si vous me donnez de bonnes raisons de penser ce que vous pensez, alors je tombe d'accord avec vous. Vous voyez? Si vous ne me donnez pas de raison de penser ce que vous pensez, bah, je me fiche de ce que vous me racontez, en gros. Pour la description du monde. Hein. Il ne s'agit pas de discuter des valeurs ou discuter de vagues opinions artistiques, par exemple. C'est pas ça. Hein. On parle vraiment de la description du monde. Donc la science, ça fait des énoncés. De vagues des opinions artistiques. Mais quel mépris. Hein? Ah, on va passer. Oui, il est passé. Pourquoi c'est plus en plein écran, ça? Voilà. Là. Énoncés testables, potentiellement réfutables. La science peut faire des énoncés puis ils sont faux, vous voyez. Mais on essaie de les rendre les moins subjectifs possibles. C'est ce qui fait que, normalement, vous faites un article en sciences et votre dossier, s'il est lu par un Coréen, par une nana du Panama et par un Inuit, et tout le monde tombera d'accord parce que votre démonstration, elle est imparable, quoi, vous voyez. C'est censé être évaluable par tous et en plus, c'est collectif comme démarche. En fait, c'est chouette, quoi. C'est collectif, c'est collaboratif, c'est censé être collaboratif. Maintenant, deuxième point, distinction entre acte de foi et adhésion. Hyper important de comprendre la différence. Un acte de foi, c'est quand vous postulez que quelque chose est vrai sans preuve. C'est très pratique un acte de foi parce que vous pouvez faire le choix de l'acte de foi que vous voulez. Vous pouvez décider que Zeus existe, vous pouvez décider que, je sais pas moi, Jéhovah existe, que Allah existe, vous pouvez le décider, c'est votre choix, personne ne peut rien y faire, c'est votre problème. L'inconvénient majeur, par contre, c'est que vous ne pouvez pas démontrer que vous avez raison de faire ce choix. Il a dit une nana quelque part, hein? Bon, c'est une vidéo qui est un peu ancienne et puis bon, il était peut-être pas complètement déconstruit à cette époque-là. Vous n'avez aucune manière de démontrer que vous avez eu raison de choisir telle ou telle entité surnaturelle pour diriger votre vie, quoi.
Mais c'est une affaire intime. Donc les actes de foi, ça ne nous regarde pas. Et dans le cours de zététique, on ne parle pas de vos actes de foi. Et vous en avez, j'en ai probablement aussi, des actes de foi qu'on ne rediscute pas. C'est à vous, ça vous appartient. Par contre, l'adhésion, elle regarde tout le monde. Qu'est-ce qui fait que vous allez adhérer à telle ou telle théorie? Qu'est-ce qui fait que quelque chose va remporter votre adhésion? Généralement, c'est des preuves, des démonstrations qui vont vous faire remporter une adhésion. Alors, ce qui est pratique avec l'adhésion, c'est que la fausseté, elle peut se prouver. On peut montrer que ça ne marche pas, qu'un théorème ne marche pas, qu'une démonstration ne marche pas, que des cas ne rentrent pas dans la théorie qui est présentée, etc. Et par contre, vous n'avez pas le choix des résultats. Pour le dire autrement, le monde n'est pas fait pour nous faire plaisir. Le monde, que vous aimiez la théorie de la gravitation ou pas, les corps tombent, boum. Voilà, quoi. Vous n'y pouvez pas grand-chose et c'est comme ça, quoi. Ça s'impose à la raison. Alors, généralement, les questions qui viennent, c'est est-ce qu'il faut respecter les croyances de chacun? Alors, si c'est les croyances au sens d'acte de foi, on pourrait avoir envie de dire, bah oui, chacun fait comme il veut, en fait. Mais à partir du moment où ces croyances prennent parfois le pas sur l'intimité et deviennent collectives, on les rend publiques, par exemple, où on en parle, je sais pas, prenez un gars comme François Fillon qui parle de ses opinions religieuses à des fins politiques, là, ça devient problématique. Vous voyez, c'est plus intime, quoi. Il en parle à des fins politiques. Donc là, ça se rediscute, quoi. Et puis, il y a des croyances qui sont absolument immondes, quoi. Il y a des croyances qui sont racistes. Il y a des croyances qui prétendent que les Noirs sont inférieurs aux Blancs et sont des loques à peine intermédiaires entre le singe et l'humain, quoi. Vous voyez, il y a des gens qui vous disent que l'excision des jeunes filles leur permet une meilleure vie et de mieux se comporter, quoi. Bon, il y a des croyances. Alors, vous réglerez ça avec des discussions morales et on aura un cours spécifique là-dessus. C'est une question morale et juridique, mais il y a des croyances qui sont vraiment horribles, quoi. Très clairement horribles, vraiment, et puis même attentatoires parfois à d'autres personnes. Puis pour vous donner un exemple tout bête, chez les témoins de Jéhovah, par exemple, le discours est de dire qu'on ne tolère pas les transfusions sanguines. Vous connaissez cette histoire, non, j'imagine? Alors quand un individu fait ce choix-là et dit « ben non, moi je veux pas de transfusion sanguine », bon, s'il fait ce choix pour lui, moi je trouve que ça se respecte, même si je suis pas d'accord a priori, mais c'est son choix, quoi. Et s'il connaît les attenants et qu'il risque de mourir, bon, tant mieux. Mais si par contre il décide ça pour son enfant qui n'est pas en mesure de le décider, ouais, là ça pose un problème moral qui est fort quand même. Donc toute croyance, les croyances ne se valent pas, quoi. C'est ça qui est compliqué. Et est-ce qu'on peut parler scientifiquement de Dieu? Ça c'est souvent la deuxième question qui vient, donc je l'anticipe. Qu'est-ce qu'on peut dire scientifiquement de Dieu? Eh bien ça dépend. Ça dépend si l'interlocuteur il est dans un acte de foi ou bien dans l'adhésion. Alors si dans l'acte de foi, bah, la science elle n'a rien à dire là-dessus. Si quelqu'un me dit qu'est-ce que tu penses de Dieu? Parce que moi je crois en Dieu. Bah, je dis bah, grand bien te fasse. Si ça te rend sympa et gentil et agréable avec les autres, tant mieux, quoi. Voilà. Mais normalement il n'est pas censé m'en parler puisque c'est une affaire intime. Mais bon, s'il avait envie de m'en parler, il m'en parle, quoi. Par contre s'il me dit ah non mais j'adhère, je sais que Dieu existe car j'ai des preuves, là c'est à la science de s'y pencher. Parce que c'est des éléments, quoi, des preuves. Donc, si on... Comme François Bayrou, il a des preuves tout le temps, il a des preuves imparables. Imparables qu'il amène. Puis en fait, elles sont toutes pourries, mais après les journalistes disent oui, le Premier ministre avait des preuves. Je sais pas, ils ont du cerveau, ils ont du yaourt dans le cerveau, les journalistes apparemment. Enfin, ceux de BFM TV et de CNews en tout cas. Bref, on s'égare. On vient avec un suaire de Turin ou avec un sang de Saint-Janvier ou peu importe, un miracle, là j'ai le droit de regarder. Vous voyez, scientifiquement parlant, on a le droit de regarder et de tomber d'accord sur le résultat, quoi. Si vous avez pigé ça, vous avez déjà fait un bon travail. L'adhésion se fait à partir d'énoncés testables, c'est ce que je vous ai marqué, et il y a des énoncés qui ne sont pas testables. Il y a des choses qui sont très intéressantes dans la vie, mais qui ne sont pas testables et qui ne font pas partie de la science. Et c'est pas grave, c'est de la non-science, quoi. L'art, l'introspection personnelle, j'ai mis la foi, la théologie, la littérature, enfin, je ne parle pas de la littérature comparée, hein, par exemple, hein, qui est plus technique, quoi. Mais la poésie ne s'analyse pas scientifiquement, quoi, sinon ce serait la déprime, quoi. Je ne sais pas, si vous analysez une fiction, si vous analysez Harry Potter scientifiquement parlant, ça ne va pas trop marcher. Là, on voit aussi que c'est des vieilles vidéos, c'est qu'il n'arrête pas de citer Harry Potter, que ça lui plaît apparemment, alors que c'est un peu cancel à cause des prises de position de J.K. Rowling. Bon, enfin, vous connaissez ça, hein. Quoi. Ça se respecte, si vous voulez. Et à côté, vous avez la science. Son but, c'est de voir est-ce que ces énoncés sont valables pour tout le monde. Ouais, c'est vraiment des structures complètement différentes. Donc, je vous ai mis des exemples comme ça d'énoncés qui sont intestables. Je n'aime pas Manuel Valls. J'ai mis Manuel Valls. Je sais pas ce qu'il m'a pris. J'aime pas Manuel Valls. Bon, ben, vous allez me dire, ben, moi, je l'aime bien. Puis voilà, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, bon.
Alors après, si j'arrive avec des arguments techniques, là, je rentre dans une discussion scientifique. Mais sinon, c'est juste un jugement de valeur et ça n'a pas tellement d'intérêt. J'ai mis ceux qui préfèrent GTA à Call of Duty. Bon, l'autre, il dit, bah, pas moi, tu sais. Puis voilà. C'est des jugements de valeur. Si je vous dis, mon Dieu est plus fort que le tien, ou si je vous dis, ma mère est la plus belle, voilà, on peut rien faire avec ça. OK? Ça, on peut rien faire du tout. Par contre, si on vous dit, manger des petits filous, vous savez, ces petits Suisses, avec lesquels je n'ai aucun lien d'intérêt d'ailleurs, hein, sachez-le, fait grandir plus vite, ça c'est une affirmation scientifique. Elle peut être vraie, elle peut être fausse, mais on peut le vérifier. D'accord ? Si vous prenez ça, Monsieur Bana, qui nous dit résout tous vos problèmes familiaux, même déçus d'une autre voyance, protection contre les dangers, problèmes sexuels, maladies inconnues, permis de conduire, examen, solitude, fécondité, chance réussite dans vos projets, c'est génial, tout. Ben, il vous dit que voilà, il dit votre mari ou votre femme vous a quitté, il ou elle courra derrière vous comme un chien derrière son maître grâce à son don surnaturel. Alors ça se vérifie. On pourrait l'appeler, dire voilà, on va monter un protocole expérimental. Est-ce que quelqu'un qui s'est fait larguer par sa meuf ou son mec, est-ce que 3 jours plus tard, il revient comme un chien courir derrière, quoi. Et on teste. J'adore. On en a plein des papiers comme ça accrochés au frigo. On fait la collecte, mais tout le monde fait la collecte, mais il y en a moins maintenant avec Internet. Mais j'en ai eu un hier dans la boîte aux lettres, donc j'étais content. Effectivement, ce monsieur est capable de faire ça, quoi. En plus, c'est garanti 100% et résultat dans les 3 jours. Bon, bah testons, quoi. Ça se teste, vous voyez. Là, on est dans la science. Alors la bonne nouvelle, et je termine là-dessus pour prendre vos questions, c'est que que ce soit le racisme technique, c'est-à-dire les gens qui prétendent l'infériorité de certains groupes ethniques par rapport à d'autres, le sexisme, le spécisme, c'est-à-dire certaines formes d'ordination des espèces entre elles, l'homophobie, les mensonges pharmaceutiques, les dérives idéologiques, les dérives religieuses en sciences, les pseudomédecines, les arnaques politiques, les mensonges économiques, les mensonges médiatiques. Tout ça, en fait, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que la plupart de ces aliénations-là, qui composent vraiment les aliénations modernes du XXIe siècle, hein, reposent sur des affirmations de type scientifique. Et elles sont souvent fausses et pseudo-scientifiques. C'est-à-dire que c'est vachement plus puissant de démontrer pourquoi quelque chose est faux que de juste objecter des jugements de valeur. Je me rappelle une copine, par exemple, qui me disait toujours, pendant que Sarkozy était président de la République, il disait « Ah, je déteste Sarkozy, je le déteste, je déteste, je déteste ». Puis je disais, tu sais, ça peut pas marcher, ce discours-là, parce que c'est en face de toi, là, la personne va dire « Mais moi, je l'aime, je l'aime, je l'aime ». Et puis c'est fini, il n'y a plus de discussion. Prends plutôt des arguments de type scientifique pour démontrer pourquoi tu ne l'apprécies pas. Est-ce qu'il y a des raisons? Parce que là, s'il y a des vraies raisons, l'autre sera obligé d'être convaincu. Et c'est beaucoup plus puissant de démontrer pourquoi le racisme n'a pas de sens ou le sexisme n'a pas de sens, plutôt que de se draper en disant « Non, je suis antiraciste, point. Point barre. C'est une posture. » Parce qu'en face, les autres en ont une autre, quoi. Vous voyez? Donc c'est là que la science devient vraiment intéressante. Vous pouvez éradiquer les arguments pourris. C'est génial. En fait, c'est génial. Et donc vous, dans vos critères de dossier que vous devez prendre un sujet qui soit testable. Donc votre dossier, il aura une forme de question, normalement. Alors le zèbre, il est blanc, donc je colorie pas tout, et je fais juste ses ombres, voilà. Et puis après, je ferai d'autres ombres pour tout le monde, je pense. Voilà. Mais pour l'instant, je fais juste des petites ombres comme ça, et puis le reste, il est blanc. Je n'ai pas vu comment tu es passé de l'ancrage à l'ordinateur. Eh bien, écoute, tu l'as pas vu, et pour cause, parce que je ne l'ai pas streamé, je l'ai fait en cachette. Bah, je les ai scannés, en fait, tout simplement. Je les ai scannés avec mon petit scanner que j'ai depuis 20 ans au moins. Là, ça fait longtemps que je l'ai, bah, il marche bien, écoute, hein. Et j'ai monté ça là, sur Photoshop, non, sur InDesign, voilà. J'ai monté ça sur InDesign pour que ça fasse une planche. Et puis voilà. Et puis après, hop, j'ai ouvert la planche et je colorise. Pour l'instant, je colorie. Voilà. Ouais, j'ai fait tous les petits animaux que je connais. Donc, est-ce que je finis la case? Ouais, je vais faire la case. Mais merci, mais avec plaisir. Si tu as d'autres questions, surtout n'hésite pas, je suis là pour ça. Et vous devrez le rendre testable. Alors essayez de composer vos groupes, et après vous pourrez choisir des sujets. Voici des sujets qui ont été choisis par des étudiants et qui les ont traités, hein. Par exemple, ceux-là, ils ont été... Alors les petits singes, là, je les ai rajoutés juste pour montrer qu'il y a d'autres animaux qui font la course, et pas que le groupe de Act aussi. Voilà. Alors le problème, c'est que pendant que je fais une sélection,
je peux plus remettre la vidéo, sinon je vais perdre ma sélection. Alors, on va pas pouvoir entendre Richard tant que je détourne les petits singes. Tant pis, hein. Après, je me dis, même, je pourrais faire des vidéos avec un peu une petite musique de fond et sans écouter de conférences ou de vidéos, quoi. Mais bon, il y aurait des blancs, je pense. Je sais pas si je suis assez bavard pour parler tout le temps, même s'il y a des choses à dire, hein, voilà. Par exemple, je pourrais expliquer que je fais mes sélections au lasso, là, avec l'outil qui s'appelle le lasso, et que c'est pas tout le monde qui fait comme ça. Il y en a, ils font très attention quand ils dessinent à faire que des tracés fermés, et donc après, ils peuvent remplir ça au pot de peinture automatiquement. C'est bien plus rapide, mais moi, j'aime pas devoir m'astreindre à faire que des tracés fermés, quoi. Je préfère faire des tracés comme je veux, avec des trous. Voilà, parce que le pot de peinture, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil c'est celui-là là, qui permet d'appliquer une couleur à un tracé fermé, quoi. Mais il faut avoir un tracé fermé, et moi ça me saoule. Donc je préfère perdre du temps à tout, à tout sélectionner au lasso, et puis tant pis, voilà. J'ai un trait plus vivant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie du trait. Ah bah, ils sont trop sombres, mais c'est pas grave. On va les éclaircir un petit peu, voilà. Est-ce que je peux les changer? Ou alors j'en refais une couleur rigolote, ouais, comme ça, tiens. Voilà, je vais faire bleu un peu sombre, peut-être un peu moins saturé. Voilà. Résolu. Les crapauds explosifs, quand on les fait fumer. Alors, je vous donne la réponse. Bon, la réponse est non. Voilà. Déjà, les faire fumer, c'est compliqué. Puis en plus, ils respirent pas la peau, donc ils s'en foutent complètement de. Voilà. Mais c'est pas très sympa de faire ça aux crapauds. Merci. La réflexologie plantaire est-elle plus efficace qu'un placebo? La Absolument, réponse est non. merci. Le point G existe-t-il? C'est pas très clair, mais vraisemblablement non. Y a-t-il un intérêt thérapeutique au pèlerinage de Lourdes? Non. Enfin, pas par rapport aux hôpitaux classiques. Et puis même vu les risques qu'on prend sur la route à aller jusqu'à Lourdes quand on vient de loin, ça vaut pas la peine. Insulter les plantes retarde-t-il leur croissance? La réponse est non. Sauf si vous faites une onde acoustique trop forte en hurlant ou en mettant des gros caissons de basse et tout. Et là, effectivement, elles ont des proprioceptions, les plantes, elles aiment pas trop les basses, comme, enfin les pum, 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 pum. Elles essayent de s'en aller, en gros. On a vu ça sur. Ah bah ça m'intéresse parce que hier j'écoutais une émission sur France Culture où il parlait des moules et des coquillages et il disait que les bruits de bateaux, les gros bruits de jet ski ou de trucs comme ça comment ça s'appelle, d'éoliennes en mer là, ça pouvait les troubler, ça pouvait les embêter. Et, et je me disais, mais non t'es pas une moule. Et je me disais, est-ce que ça veut dire que les moules seraient sentientes? Est-ce que ça voudrait dire que les véganes ne devraient pas manger de moules? Et je me disais, mais non, parce que si ça se trouve, les plantes aussi, le bruit les dérange et les plantes, on peut les manger quand même. Et donc j'ai la confirmation, euh, le bruit dérange les plantes, donc le fait qu'il dérange aussi les moules et les coquillages n'est pas une preuve de sentience. Voilà, donc on peut manger les moules. On peut peut-être ne pas les manger, peut-être qu'elles sont sans science, mais en tout cas, le fait qu'elles entendent les bruits n'est pas une preuve. Voilà, puisque les plantes les entendent aussi et que ça les dérange. Sur les tomates. Bon. Et y a-t-il un pont en Angleterre où les chiens se suicident? La réponse est oui. Le Overton Bridge. Alors en fait, il se suicide pas vraiment, mais il meurt quand même, sauf un qui est pas mort, mais il est remonté une deuxième fois sur le pont et là, il est vraiment mort. Mais il se suicide pas. Voilà. Mais alors, je vous dis pas la raison, vous chercherez vous-même. Hein. Si vous trouvez, vous aurez été plus loin que 30 histoires les plus mystérieuses qui, eux, n'ont pas cherché du tout. Et il y a des sujets qui sont intestables et ça, faut Mais pas. ça, j'ai déjà entendu, ça m'intéresse quand même, cette histoire de chien. C'est quoi? Elles essayent de s'en aller, en gros. On a vu ça sur les tomates. Bon. Et y a-t-il un pont en Angleterre où les chiens se suicident? La réponse est oui. Le Overton Bridge. Alors en fait, il se suicide pas vraiment, mais il meurt quand même, Overton sauf un Bridge. qui est pas mort, mais il est remonté une deuxième fois sur le pont et là, il est vraiment mort. Bon, attends, il faut tirer cette affaire au clair. Zut, je vais perdre du temps. Tant pis. La vérité avant tout, là. Attends. Ta 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 ta. Ouais. Un peu tard. Chien. Angleterre.
Mort Overtune Bridge. Depuis les années 50, environ 50 chiens auraient péri à cause de ce pont lugubre, et des rapports estiment que 300 à 600 autres animaux auraient miraculeusement survécu après leur saut. Mais pourquoi? Overtune Bridge. Le mystère du pont des suicides depuis lesquels les chiens se jettent. Ça, c'est incroyable quand même. Alors, voyons voir. Si vous promenez votre chien en Écosse, soyez vigilant. Dans le West Dunbartonshire, il existe un pont réputé avoir un effet étrange, souvent fatal sur les chiens, et depuis des décennies. Ce phénomène déroute les habitants. Un instant, les chiens profitent d'une promenade et l'instant suivant, ils se jettent du haut du pont d'Overtune, haut de 15 mètres, pour s'écraser sur les rochers dans la gorge en contrebas. Alors, pour les chiens, souvent les chiens sont exposés à des risques mystérieux. Si tous les chiens sont de race à museau long, par ailleurs, tous sautent du même endroit, entre les deux remparts du côté droit du pont à l'extrémité. De plus, ce phénomène ne se produit que par temps clair. Ah, surtout, personne ne sait vraiment expliquer ce qui se passe là-bas. Zut, plutôt des théories en vue le genre. Passé tragique, ouais, bullshit. La maison de Overtune réputée hantée, ouais, c'est sans doute pas ça. Le vison, une explication plus terre-à-terre des phénomènes observés à Overtune. Bob Hill, le propriétaire actuel de la maison d'Overtune, a proposé une explication plus pragmatique, relayée dans un article du New York Times. Selon lui, l'odeur d'animaux comme les visons ou les martres attire les chiens au bord du pont où ils perdent l'équilibre et tombent. Les visons introduits dans la région dans les années 50 produisent notamment une odeur particulièrement forte grâce à leur glande anale, ce qui coïncide avec l'apparition des premiers sauts. Or, une étude a confirmé que 70% des chiens préféraient suivre l'odeur d'un vison plutôt que celle d'un écureuil ou qu'une souris. Ouais, mais est-ce qu'ils préfèrent suivre l'odeur du vison que préserver leur vie quand même? À propos d'éoliennes, j'ai récemment appris que des géobiologues étaient parfois requis pour s'assurer que ça ne perturbait pas les animaux d'élevage. Ils peuvent préconiser de... Ouais. C'est connu. C'est G. Milgram qui a fait des vidéos à ce sujet-là. Et il avait commencé à faire des vidéos sur le béton biodynamique. Donc, il y a une solution qu'on ajoute au béton pour le rendre biodynamique et vivant. Voilà. Et de fil en aiguille, il a fini par apprendre que quand on installait un parc d'éoliennes, les chambres d'agriculture obligeaient les conducteurs de travaux à faire une étude géobiologique, effectivement, pour que ça ne perturbe pas les animaux, ce qui est un bullshit évidemment total, comme j'en parle dans Cosmobacus, un autre de mes livres, voilà, que vous pouvez également trouver en librairie, édition Edola. Ouais, c'est lié, tout ça est lié, la géobiologie et la biodynamie. Dans Cosmobacus, donc vous pouvez commander sur mon site également. D'ailleurs, j'ai dit qu'on pouvait commander Eureka sur mon site, mais c'est pas sûr parce que je crois que j'en ai plus. Il vaut mieux le commander en librairie. Donc, ouais, il y a les viticulteurs, là, les cosmoculteurs qui font de la géobiologie et qui font aussi du vin en biodynamie, les cosmoculteurs. Voilà. Donc, il y a d'autres théories pour les chiens. Ils ont l'impression de voir une surface plane qu'ils peuvent explorer. Bon, on ne sait pas trop en fait. Enfin, selon cet article, bon, il faudrait investiguer plus avant, mais j'ai pas trop le temps. Enfin, l'odeur des visons, ça me paraît plausible, mais bon, évidemment, c'est pas parce que c'est plausible que c'est vrai. Hop, allez, je continue à travailler. Et on va continuer à écouter Richard. Mais ils ne se suicident pas. Voilà. Mais alors, je ne vous dis pas la raison, vous chercherez vous-même. Hein. Si vous trouvez, vous aurez été plus loin que 30 histoires les plus mystérieuses qui, eux, n'ont pas cherché du tout. Et il y a des sujets qui sont intestables, et ça, il ne faut pas les prendre. Intestable, c'est le Saint Graal existe-t-il? Un dieu a-t-il créé l'univers? Voit-on le dieu chacal en prenant de fortes doses de champignons psilocibe dans un caisson isolant? Y a-t-il un complot illuminatif? Vous ne pourrez pas faire grand-chose avec ça. De quoi est fait l'au-delà? C'est pareil, quoi. Vous voyez?
Donc ça, c'est foireux. Bah, le dieu chacal, en prenant des substances hallucinogènes, ça doit pouvoir se tester, ça, quand même. Le générique un peu crispant. Bienvenue au cours numéro 2 de l'ETC Zététique et Autodéfense Intellectuelle. Prenez place tranquillement. J'espère que vous avez assez chaud. Je vous redonne mon courriel, comme on dit, mon email ici, avec le +Z à la fin, qui vous permet d'accéder directement à une boîte spéciale étudiant à laquelle je réponds beaucoup plus vite qu'au reste. Donc si vous ne mettez pas le +Z, vous risquez de passer à la trappe. Alors que si vous mettez +Z, je tiendrai par... Bah, le dieu chacal, c'est comme dans la mythologie égyptienne, là. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est Seth, non? Le dieu de la mort. Bah, si tu vois un dieu avec une tête de chacal, c'est lui, non? Enfin, moi, je verrais ça comme ça, mais je sais pas, peut-être je me trompe. Hein. Parce que Lola Springwater me disait comment tu sais que c'est le dieu chacal. Bah, puis peut-être il te le dit, je suis le dieu chacal. Je sais pas. Je mets en vitesse rapide parce qu'on s'en fout de ces Parole, je vais répondre le plus vite possible. Voilà, je dédie ce cours. C'est un type qui s'appelait Roland Agré, il est décédé il y a quelques mois, et si j'arrive à aller jusqu'au bout du cours aujourd'hui, vous saurez pourquoi je dédie ce cours à ces personnes. Petit rappel général du cours, la troncature sera en 3 niveaux. Je fais les 3 premiers cours sur la zététique générale, on va dire, et l'épistémologie de base, puis je passerai à la partie méthode et outils, puis sur la fin je ferai des traitements de thèmes bien particuliers. Les prochains cours c'est 7 février, puis le 14 puis le 28. Voilà, les PDF sont disponibles en ligne. Vous savez où, mais je vais le redire dans quelques instants. De toute façon, petit retour sur le contrat qui nous lie. L'idée c'est que vous n'êtes pas obligé d'être là, rien ne vous y contraint. Par contre, j'attends de vous sachiez ce que je raconte dans ce cours, et j'ai tendance à aller assez vite. Et il y a des points qui peuvent vous paraître très simples et qu'il faut bien noter parce qu'ils sont essentiels pour la fabrication de votre rapport. Vous vous rappelez, vous devez rendre un dossier avec plein de petites consignes simples qui sont indiquées sur la page du cortex qui vous est dédiée. Théoriquement, dans chaque cours, je placerai une erreur volontaire. La dernière fois, ça a foiré parce que l'image que j'avais truquée, elle est pas apparue dans le diaporama. Et donc, c'est pas grave, mais cette fois-ci, il y en a une autre encore cachée, bien évidemment. Et c'est l'occasion quand vous m'écrivez pour m'indiquer l'erreur. Si vous avez vraiment trouvé l'erreur, vous gagnez un cadeau tout pourri. Et si vous vous foirez dans votre erreur, c'est vous qui me faites un cadeau tout pourri, normal, quoi. Voilà. Par contre, si vous me donnez une erreur involontaire que j'ai pas fait exprès de faire, là, je suis ravi, je suis obligé de corriger mon diaporama et je le dirai devant tout le monde, je le reconnaîtrai au cours suivant. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, j'aurai un erratum à faire. Vu que le cours est filmé, l'idée c'est que ça va être difficile de vous passer d'un micro pour vous laisser poser des questions. Alors on va faire comme la semaine dernière, ça vous va. Je vais vous donner mon numéro de téléphone tout à l'heure et puis vous m'enverrez par SMS vos questions, j'essaierai d'en traiter quelques-unes, notamment au milieu du cours. Je ferai une séquence questions, j'en prendrai pas 5 ou 6, j'essaierai d'y répondre et je ne répondrai pas aux questions qui sont traitées dans les cours ultérieurs, bien sûr. Y a-t-il une bibliothèque spéciale, une permanence? Oui, une bibliothèque spéciale, j'ai déjà dit, elle est à la bibliothèque des sciences, juste à côté, par là, pardon, à chaque fois je montre ici, mais c'est là-bas. Et c'est tous les mercredis après-midi ou sur rendez-vous, prenez rendez-vous par mail et puis on essaiera de se calculer à un autre moment. Tous les mercredis après-midi, sauf demain. Et voilà, demain, navré, je fais cours toute la journée, je ne pourrai pas être là, mais par contre, de 13h à 15h, il y a mon collègue Ismaël Ben Slimane qui sera là et qui répondra à vos questions, peut-être mieux même que je ne pourrais faire moi-même. Où pouvez-vous trouver les diaporamas? La réponse est assez simple, elle est sur cette page-là, vous allez sur le site du Cortex, cortecs.org, et puis vous cliquez en bas à gauche sur la page, il y a marqué page étudiante zététique et autodéfense intellectuelle, ting, vous arrivez là, et puis ça va vous demander un mot de passe, le mot de passe c'est Dumbledore, avec une majuscule, un grand D, Dumbledore. Voilà. Et notez mon numéro de téléphone, ne vous en servez pas pour essayer de me refourguer une vieille mobilette pourrie ou me filer un rencard érotique, je ne répondrai pas à ça, mais par contre pour les questions tout à l'heure, notez-le. Voilà. La semaine dernière, j'ai fait l'erreur de lier quelques textes à quelques images, et au moment où je les ai affichées, elles n'ont pas apparu, alors je les ai mises toutes ici. Vous avez donc manqué la photographie de Ulf Beck qui fait de la pygomancie ou de la rumpologie, ça dépend des termes, c'est-à-dire une sorte de mancie qui consiste à lire dans l'arrêt et les plis des fesses des gens pour prévoir leur avenir. Vous avez manqué également l'image ce qu'on appelle communément une photo Kirian, mais qui s'avère être en fait un effet Corona, j'en ai déjà parlé, et qui était censé être présenté dans les années 30, 1938 exactement, comme étant la preuve de la présence des auras autour des personnes. À côté, vous avez les agroglyphes, enfin un exemple d'agroglyphe réussi, parce qu'il y en a qui sont pas réussis, mais j'en parlerai, c'est-à-dire les fameux crop circles. Ici, vous avez le schéma du En fait, on a aussi déjà entendu ça, enfin c'est pas grave, tout le monde n'écoute pas tous les épisodes et puis c'est pas mal de réviser. Bon, je suis désolé, je mets en vitesse rapide là, tant qu'il est encore dans l'introduction. C'est un peu désagréable, mais dès qu'il commencera son cours, je remettrai en vitesse normale. Fameux et allégué triangle de la Burle, et à côté vous avez un des nombreux géoglyphes de Nazca au Pérou dans la Pampa Inferno. Géoglyphe assez connu parce que soi-disant on ne peut les voir que du ciel. Voilà, je reviens pas là-dessus. L'erreur volontaire que je voulais faire et que j'ai raté, donc c'était celle-ci, j'avais truqué, j'avais pas mis la photo de Cyril Bird, vraiment j'ai mis la photo de Benny Hill qui est un comique anglais que peut-être vous connaissez et qui est assez dont l'humour est assez discutable parfois, mais moi qui fait bien marrer quand même. Voilà, j'aurais aimé que vous le détectiez, mais en fait quand elle n'est pas apparue, vous ne pas la détecter, donc voilà, je vous la donne, je vous l'offre. Et puis j'en profite pour remercier Antoine Rotival, je sais pas s'il est là, Antoine Rotival. Il est caché, il est là, ok super. Merci à lui, parce que j'ai indiqué un article du Code du travail quand j'ai parlé de la discrimination à l'embauche, notamment sur les questions de graphologie, cette alléguée pseudoscience qui présume qu'à partir de votre écriture on pourrait deviner votre caractère profond, etc. Et l'article que j'ai cité est désuet, il a été modifié depuis, et c'est plus l'article 122 mais 1132, et donc je sais pas comment il a fait pour trouver ça, mais il a trouvé ça, il m'a indiqué, donc merci Antoine, tu as gagné je ne sais pas quoi, une sorte de guêpe bizarre, étonnante, mais je sais que tu en rêvais, donc voilà, elle est là, viens la chercher surtout, débarrassement. Merci Antoine, c'est cool. Le plan, c'est celui-ci, on s'est arrêté à la partie 3.
Et aujourd'hui, on devrait la terminer et arriver dans la partie 4, qui s'appelle plaidoyer pour une humilité sensorielle. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Petit résumé très bref sur ce que j'ai raconté la semaine dernière. J'ai abordé les champs d'investigation classiques de la zététique, qui est, je vous rappelle, la méthode scientifique d'investigation des phénomènes réputés étranges, paranormaux, bizarres, mais par extension, les sujets comme les pseudosciences, mais même au niveau politique, les psychologies un peu dérapantes ou déviantes, comme on peut dire, et puis les mensonges industriels, les propagandes militaires, les propagandes politiques, les mensonges sciences, les mélanges science-idéologie, la pseudo-histoire, les gens qui font mentir l'histoire. Parfois qui font mentir la géographie d'ailleurs, et la pseudo-économie. Les premiers conseils que je vous ai prodigués, les conseils n'engagent que ceux qui les donnent, hein, mais n'empêche, gardez-les en tête si vous pouvez. S'informer fatigue, ça signifie que pour passer du simple avis à une expertise, il faut travailler. Donc si vous voulez devenir expert d'un sujet, il faut bosser, et sinon vous ne serez que imbibé du bruit ambiant sur un sujet. Donc vous ne pourrez pas être expert en tout, ça c'est sûr, moi non plus d'ailleurs. Et donc quand vous n'êtes pas expert d'un sujet, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de suspendre son jugement, comme faisait Pyrrhon d'Hélice, c'est-à-dire de dire je n'ai pas assez d'informations pour me prononcer, donc je suspends mon jugement. Je reviendrai sur ce point plusieurs fois dans le cours. Le marché cognitif, c'est-à-dire le flux d'informations qui nous arrive, il est partial, il est subjectif, il est biaisé, j'en ai déjà parlé. Le web est partial et biaisé selon la façon dont vous le fréquentez. Les journaux aussi, les documentaires aussi, à peu près tous les supports médiatiques sont biaisés. La communication de l'université est aussi biaisée, il faut le dire, voilà, etc. La démarche zététique n'est pas prescriptive, il ne s'agit pas pour moi de vous dire ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. L'idée pour moi, c'est de vous encourager à faire vos choix en connaissance de cause, au maximum de la connaissance de cause. Et donc, peu m'importe moi qu'après une dénonciation d'une pseudoscience, vous continuiez, vous, à la pratiquer ou à l'apprécier, ça ne me regarde pas, c'est votre affaire. Le tout, c'est que vous le fassiez au plus près de la connaissance de cause. Et puis, je disais qu'il fallait douter méthodiquement, même du cours que je vous donne moi, même des cours que vous recevez ici à l'université. Personne n'est à l'abri d'une erreur, d'une bêtise ou d'une influence idéologique quelconque. Les bases épistémologiques qu'on a abordées, nous avons parlé de science. Je vous ai défini la science avec 4 sens différents. Il ne faut pas se gourer du terme science qu'on emploie dans ce cours. Dans ce cours, on parle de science comme démarche scientifique contraignante, c'est-à-dire on ne peut pas raconter n'importe quoi, qui vise à essayer de faire des énoncés un peu plus vrais que faux sur le monde, sur la réalité. On parlera de la réalité un petit peu tout à l'heure. Et puis, on a bien dissocié ce que c'était qu'un acte de foi. Un acte de foi, c'est une affaire personnelle. Vous pouvez faire le choix de présumer qu'une entité surnaturelle comme un dieu existe et vous y référez si vous avez envie, mais c'est une affaire intime et vous n'avez aucun moyen de démontrer à quelqu'un que vous avez raison de croire en la foi que vous avez choisie. Alors que l'adhésion, c'est normalement on adhère sur la base d'un corpus de preuves et l'adhésion, en fait, elle ne dépend pas de votre point de vue. En fait, vous êtes obligé d'adhérer au bout d'un moment. J'avais oublié de colorer l'aile de la chauve-souris, la pauvre. On dirait qu'elle est manchotte. À un corpus de preuves quand il est suffisamment conséquent, parce que la raison nous y contraint, et que vu que les énoncés qui sont faits sont élaborés de manière collective et normalement le plus débarrassés de la subjectivité de leurs auteurs, normalement ils sont censés remporter votre adhésion. Voilà, on avait parlé aussi de la testabilité. Le fait est que en science, on ne fonctionne que sur des énoncés qui sont testables, qu'on peut vérifier, qu'on peut tester. Alors là, je vais ajouter un calque derrière pour faire l'herbe. Voilà, on va faire un joli verre d'herbe. Et comme je ne vais pas m'embêter... Ah oui, mais ça va... Bon. Allez, c'est pas grave. Il faudra que je revienne sur mon poteau de départ, quoi. Sur la réalité, que ce soit une réalité présente ou une réalité passée. Je pense par exemple en histoire, on travaille sur des objets qui sont passés, ou en archéologie, ou en paléoanthropologie par exemple. Alors j'avais une diapo que j'ai indiquée la dernière fois, c'était celle-ci. Point commun des pseudodisciplines dans leur ensemble, c'est qu'une entité nouvelle est postulée sans éléments de preuve. Par exemple une force, une onde, une énergie, des bestioles bizarres, une crypte psychogénéalogique comme on en avait parlé, ou même un groupuscule type complot, postulé sans éléments de preuve. Et pourquoi pas, on pourrait se dire. Au fond, pourquoi pas? Pourquoi ne postulerait-on pas une nouvelle énergie ou une nouvelle entité ou un nouveau fluide? Et alors, pour vous faire sentir pourquoi on ne peut pas brandir n'importe quand ça nous arrange, une entité nouvelle, je vais faire un tout petit détour par de la philosophie, on va dire, de base. Mais quelque chose que j'ai mis presque 20 ans à comprendre et que je vais vous résumer en une seule diapo. Donc les philosophes professionnels vont peut-être s'arracher les cheveux, mais néanmoins, je leur proposerai de m'améliorer ma diapo s'ils en ont envie. Sur le plan de la connaissance, on essaie quand on essaie en philosophie de parler de ce qui est, ce qui existe vraiment, ce qui est, on parle d'ontologie, c'est le mot, l'ontologie. C'est le seul mot compliqué de ma diapo. Hein. Et alors, sur le plan de la connaissance, vous pouvez choisir il y a deux grosses écoles, on va dire. Il y en a une qu'on appelle le spiritualisme,
et une qu'on appelle le matérialisme. Le spiritualisme, on va dire que j'ai mis à la louche que ça représente 99,9% des auteurs, mais je trouve que je suis gentil, ça doit être 99,99999% des auteurs. Alors pourquoi? Pour une raison assez simple, c'est que le spiritualisme, en fait, il postule qu'il y a certes la matière, les objets concrets, les choses qu'on peut observer, mais il y a autre chose, il y a quelque chose à laquelle on n'a pas accès, des choses auxquelles on ne peut pas avoir un accès direct. Et il faut passer par souvent l'exégèse de prêtres ou de clercs ou de théologiens qui vous révèlent ce qu'il y aurait dans cet autre monde auquel vous et moi, profanes, nous ne pouvons pas accéder. Donc les autres choses, ça peut être plein de choses différentes. Vous repensez peut-être à l'allégorie de Platon, avec la notion d'idée de Platon, nous n'aurions accès qu'aux ombres des vraies choses et que les vrais objets, eux, ne peuvent pas nous être révélés. Dieu fait partie des objets spiritualistes, des objets qui ne souffrent pas d'investigation. Le Saint-Esprit, j'ai mis l'âme, j'ai mis les anges, les démons, l'inconscient freudien fonctionne aussi comme ça, une volonté cosmique qui guiderait l'évolution ou qui guiderait le processus du Big Bang, comme le proposent les frères Bogdanov, par exemple, ça fait partie du spiritualisme. Alors les spiritualismes ont été majoritaires pour une raison simple, c'est qu'en fait, ça a toujours été très connivant avec les pouvoirs en place, puisque dans l'histoire qu'on a traversée depuis plusieurs milliers d'années, très souvent les pouvoirs publics ont été adossés à des formes théologiques ou à des grosses religions. Et donc les religions, évidemment, avaient tout intérêt à entretenir une part spiritualiste. Vous comprenez bien pourquoi. À côté, vous aviez les matérialistes. Alors, il y en a déjà eu au cours des âges. Souvent, ils ont été soit battus, soit massacrés, soit ils ont publié à titre posthume parce qu'ils avaient trop peur de se faire casser la figure. Et je sais pas, il y a d'Holbach, de la Métrie, Diderot, des gens comme ça qui ont, puis même plus tôt, même des gens comme Lucrèce, on peut dire, qui fait, bon, c'est pas tout à fait le même matérialisme, mais on n'est pas très très loin. En gros, les matérialistes, ils disent quoi? Ils disent qu'il y a la matière, les propriétés émergentes de la matière, et puis c'est tout, quoi. Inutile de parler des choses auxquelles on n'a pas accès. Du point de vue ontologique, de ce qui est, vous avez le choix d'être l'un ou l'autre. C'est une affaire de foi, on ne peut pas prouver qu'il y ait une version meilleure que l'autre, on ne peut pas montrer que vous auriez raison d'être matérialiste ou raison d'être spiritualiste, vous pouvez faire votre choix. Mais sur le plan des sciences, sur le plan de la démarche qui consiste à essayer de faire des énoncés sur le monde, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'être matérialiste en méthode, c'est comme ça qu'on dit. Vous êtes obligé d'être matérialiste en méthode. Alors pourquoi on est obligé d'être matérialiste en méthode? Parce que si vous voulez faire des énoncés scientifiques, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas démultiplier à n'importe quel moment les entités qui vous plaisent, quoi. Vous ne pouvez pas, par exemple, quand quelqu'un vous demande « Tiens, pourquoi un corps lourd tombe par terre ?» Vous ne pouvez pas lui dire « C'est parce qu'il y a une main invisible d'un petit lutin qui tire et qui attire le corps vers le sol, quoi. » Vous voyez? Parce que sinon, quelqu'un pourrait vous dire « Non, en fait, c'est pas un lutin, c'est deux et un démon qui appuie dessus. » Vous voyez? Et puis en fait, on pourrait en multiplier comme ça à outrance des exemples comme ça d'entités qui ne sont pas nécessaires pour comprendre ce qui se passe. Et ça devient le festival des entités. Et à partir du moment où vous acceptez dans le contenu des connaissances une seule entité sans preuve, vous n'aurez plus rien à répondre à quelqu'un qui viendrait avec une autre entité sans preuve. Quelqu'un qui débarquerait avec, je ne sais pas, une volonté immanente qui guide les processus, par exemple. Vous lui dites, t'as pas de preuve. Il dit, ouais, mais toi, t'as bien pris le lutin pour attirer tes cailloux, là, donc pourquoi moi je ferais pas pareil, quoi. Et en fait, vous sabotez le processus de la preuve si vous acceptez ça. Et si on sabote le processus de la démonstration, il n'y a plus de science possible. Il n'y a plus de dénoncé collectivisable, quoi. On ne peut plus faire d'énoncé qu'on peut rendre valable pour tout le monde. Ce qui fait que si vous faites une brèche dans ce processus-là, vous faites apparaître tous les démons, génies et autres entités surnaturelles. J'en ai mis quelques-unes comme ça qui me font bien marrer. J'ai mis des trackers pour ceux qui connaissent. J'ai mis la licorne invisible et rose sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. J'ai mis le dragon dont je vais vous reparler tout à l'heure. Et puis le fameux Flying Spaghetti Monster dont il faut parler avec beaucoup de révérence, comme nous allons le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Si on accepte de faire un trou dans la connaissance en acceptant une entité sans preuve, de fait, vous êtes obligé d'accepter toutes les autres entités sans preuve, quoi. Donc voilà, là, je peux me servir normalement du pot de peinture. Oui, sauf que là, je rajoute du vert au lieu du blanc, voilà. Puisque j'ai des objets fermés. Et là, il n'était pas fermé, mais il y avait le bleu qui le fermait, là. Donc c'est bon. Une petite rustine. Là, ça devrait marcher, voilà. Hop. Ah oui, lui, il a les yeux de la même couleur que l'herbe, du coup. Ouais, ça va pas. On va lui faire les yeux. On va lui faire les yeux jaunes. Oh. Plus franchement jaune. Ah, voilà, mieux. Voilà. Lui, c'est pareil. Il avait les yeux blancs. Les yeux blancs, lui. Hop, hop.
goutte. Vous voyez, si je fais ça, ça ferme. Et après, je peux utiliser mon pot de peinture. Voilà. Oui, là aussi. Ah, c'est joli, remarque ça. C'est mignon. On va faire comme ça ira plus vite. Voilà, alors par contre, ce qui va pas, c'est ça. On va mettre du jaune, sauf derrière les éclairs où ça sera blanc. Voilà. Les éclairs, ça sera blanc. Donc je ferme la forme comme ça, comme ça, comme ça. Hop, hop, voilà. Là aussi, hop, hop, là. Tac, tac, voilà. Et partout ailleurs, ça sera jaune. Donc il faut que je rajoute un calque, ce sera le plus simple. Un des premiers... donc Le scientifique, dans sa démarche, il est laïque. Il ne peut pas invoquer des entités comme il a cité... ça, à tout craint. Ça fait penser parfois à cette phrase que Laplace aurait tenue, le physicien Laplace. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe n'importe quoi. Il a cité Pierre Rondelis comme un des premiers sceptiques matérialistes. Et il a cité Lucrèce. Lucrèce était un disciple d'Épicure qui lui-même était un disciple de Démocrite. Démocrite, c'est celui qui a théorisé le premier l'atome. Et Démocrite, comme Épicure, comme Lucrèce, pensait que tout était fait d'atomes, y compris la pensée, et que donc quand on mourait, la pensée disparaissait, quoi. L'âme disparaissait. En fait, il disait que l'âme était constituée d'atomes. Et voilà, bah écoute, moi ça me paraît raisonnable comme croyance. Voilà, bah on a à peu près fini cette première case au niveau du premier jus, on va dire. Et quand j'aurai tout fini, on reviendra dessus pour mettre des ombres et des lumières. Donc j'ai fait une case en 1 heure, bah super. Mais elle était grande aussi. Allez, on continue. Laplace aurait tenu face à Napoléon. Ah, pétard. Pourquoi il est en vitesse accélérée là? Je trouve plus le bouton pour... Pourquoi il n'y a plus le bouton? Ah, pétard. Pour... Il ne peut pas invoquer des entités comme ça à tout craint. Ça fait penser parfois à cette phrase que Laplace aurait tenue, le physicien Laplace aurait tenue face à Napoléon. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. On est à la charnière du 19e siècle et Napoléon regarde ses travaux et lui dit « Mais est Dieu dans tout ça ?» Et Laplace il dit « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Voilà. Voici une démarche matérialiste. Alors, au fond de vous-même, vous pouvez postuler ce que vous voulez. Mais dans le cadre des sciences, et notamment dans le cadre de ce cours-là, vous ne pouvez pas démultiplier les entités plus que de raison. On en reparlera tout à l'heure. Ce principe porte un nom assez connu. On appelle ce principe le rasoir d'Occam. Voilà. Donc j'ai écrit tout dans cette diapo, comme ça vous... Là, ça a bien marché, le pot de peinture quand même. Hein. Pourrez relire tranquillement chez vous. Au coin du feu, voilà. Vous ouvrez, en fait, si vous acceptez une entité sans preuve, une notion sans preuve, vous ouvrez une boîte de Pandore qui fait relire tranquillement chez vous, au coin du feu, voilà. Vous ouvrez, en fait, si vous acceptez une entité sans preuve, ou une notion sans preuve, vous ouvrez une boîte de Pandore qui fait exploser le processus collectif de la connaissance. Alors, qu'est-ce que ça implique tout ça? Bon, il y a des petites métaphores qui sont assez faciles à garder en tête. Je pique celle-là au cosmologue Carl Sagan et à sa femme Anne Druyan. Carl Sagan est mort il y a, je pense, presque 20 ans maintenant. C'est un gars qui a été assez connu parce qu'il avait fait une série télévisée qui s'appelait Cosmos. Et dans un de ses bouquins qui s'appelle The Demon Haunted World, et avec un sous-titre que j'ai oublié, qui doit être paru peut-être traduit, je crois, en français en 1998, mais je ne sais plus à quelle maison d'édition. Dedans, il a une petite métaphore. Je ne vous relis pas le texte entier, mais je vous l'ai mis dans une diapo qui apparaîtra dans le PDF que vous récupérez. Et en gros, ce qu'il dit, c'est, imaginez que j'invite un ami dans mon garage. Et puis mon ami il me dit, oh non, c'est le bordel dans ton garage. Il dit, oui, mais c'est pas ma faute, parce que dans mon garage, il y a un dragon. Alors tu dis, ah bon, ouais, mais il est où ton dragon? Bah oui, mais c'est un dragon particulier, il est invisible. Ah bon? Mais bah alors si on voulait le voir, il suffirait, je sais pas moi, de jeter de la peinture sur lui, on le verrait. Ah oui, non, mais la peinture adhère pas sur lui, parce que c'est un dragon spécial. Ah bon? Mais c'est marrant, il y a plein de poussière partout, on voit pas de traces de pas. Ah oui, mais c'est parce qu'il flotte dans les airs.
Ah bon? Mais alors, il crache pas de feu non plus? Ben non, parce qu'enfin c'est un feu froid. Enfin, tu vois, c'est un truc qui laisse pas de traces brûlées. Et puis en fait, à chaque fois qu'il amène un argument pour faire une démonstration du dragon, l'autre lui dit non, c'est un dragon qui est très spécial, qui se téléporte, qui est une crypte tridimensionnelle, peu importe. À la fin, il lui dit mais alors, c'est quoi la différence entre ton dragon, là, sur lequel on ne peut pas avoir de preuve de démonstration, et un non-dragon? Et en fait, il n'y en a pas. Entre quelque chose qui n'a pas de preuve et la non-existence de cet objet, en fait, il n'y a pas de différence fondamentale. Ce qui fait qu'on parle parfois du dragon dans le garage de Carl Sagan quand des gens vont invoquer. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Un exemple très concret, parce qu'on a travaillé dessus récemment, dans certaines branches de l'ostéopathie, notamment l'ostéopathie crânio-sacrée, il y a des ostéopathes qui disent que le crâne humain fait des espèces de pulsations qu'on appelle le mouvement respiratoire primaire, etc. Et la preuve n'a jamais été apportée de ça. Ça a été allégué mais sans preuve. On sait qu'il n'y a pas de preuve parce qu'on a lu toute la littérature avec mes collègues Darbois, Guillot et Pinceau, et on a rien. Il n'y a pas de preuve à l'appui de ça. Ce qui fait qu'entre l'existence d'un MRP introuvable ou qui n'a pas été trouvé et la non-existence de ce mouvement respiratoire primaire, en fait, il n'y a pas de différence. Donc il est logique de conclure qu'il n'y a pas de raison de penser que ça existe. Vous ne pouvez pas prouver que ça n'existe pas. On ne peut pas prouver en science que quelque chose n'existe pas. Vous ne pouvez même pas prouver que les fantômes n'existent pas. Il faudrait avoir été partout, tout le temps, dans tous les châteaux hantés, toutes les maisons où on entend des bruits sourds, si vous voulez. Il faudrait avoir été à toutes les époques pour pouvoir conclure ça. Donc vous ne pouvez pas prouver que quelque chose n'existe pas. Mais vous pouvez conclure qu'il n'y a aucune raison de penser que quelque chose existe. Ça vous paraît clair ce que je vous raconte là? C'est essentiel. C'est essentiel dans la démarche. Alors, qu'est-ce que ça implique? Bon, il y a des gens qui sont amusés à faire des sortes de métaphores qui peuvent apparaître éclairantes quand le cerveau bug sur ces questions. Et je pense notamment à la licorne invisible et rose, qui est un culte qui s'est lancé il y a une quinzaine d'années sur un campus aux États-Unis. Donc il y a des gens qui ont monté le culte de la licorne invisible et rose. Et Steve Healey, il explique dans le manifeste, les licornes roses invisibles sont des êtres d'un grand pouvoir. Elles sont capables d'être à la fois roses et invisibles. Comme dans toutes les religions, la croyance dans la licorne rose invisible est fondée à la fois sur la logique et sur la foi. Nous croyons sur la seule base de notre foi qu'elles sont roses, mais nous savons de façon logique qu'elles sont invisibles, justement parce que nous sommes incapables de les voir. Donc a priori, dans leur culte, il y a toujours une licorne invisible à côté de vous, mais dès que vous voulez la regarder, tic, elle disparaît. Vous voyez? Alors après, ils se sont engueulés entre eux. Il y a eu un schisme, comme on dit, au niveau religieux. Et ils se sont divisés en deux. Il y a ceux qui sont restés sur la licorne invisible et rose, les orthodoxes. Et puis il y a ceux qui ont dit non, en fait, on croit plus au Pégase marron furtif. Et alors depuis, ils s'engueulent. Voilà. Sur Internet. Ce sont des cultes humoristiques qui sont créés pour créer le questionnement justement sur ces questions-là. Et puis vous avez, je pense que vous avez déjà croisé, le monstre en spaghetti volant, dont on ne parle qu'en disant ramen, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais qui est un monstre en spaghetti qui aurait créé le monde de son entité, de son appendice nouillesque, et qui expliquerait pourquoi le monde est comme il est, etc. Il y a tout un évangile qui a été rédigé par Bob Anderson, je crois que c'est en 2005 ou 2006, sur le Flying Spaghetti Monster. Et d'ailleurs, il faut toujours rendre hommage quand on en parle. Alors pour le coup, j'ai mis un t-shirt réalisé par mon copain graphiste François B, qui représente le Flying Spaghetti Monster selon sa vision à lui. Car évidemment, vous n'avez pas de trace directe de l'existence de ce Flying Spaghetti Monster, il faut le postuler en fait. Alors à retenir là-dedans, pour résumer le dragon de Carl Sagan, la licorne invisible et rose et le Flying Spaghetti Monster, une phrase qui revient assez souvent dans les écrits des épistémologues, c'est « à affirmation sans preuve, réfutation sans preuve ». Il n'y a pas besoin de prendre du temps de réfuter quelque chose qui est allégué sans aucune once de preuve. Et deuxième point, c'est un principe qui vient du droit juridique romain et qui est plutôt assez logique, ce qu'on appelle parfois l'onus probandi. La charge de la preuve incombe à celui qui prétend. C'est celui qui dit que quelque chose existe qui a la charge de démontrer que ça existe. Vous voyez, vous pouvez pas... Quelqu'un qui vous dit « les fantômes existent ». Vous dites « ah bon, t'as des preuves ?»« Non, mais prouve-moi qu'ils n'existent pas. » Ben, vous l'avez dans l'os, comme on dit. Mais même si vous arrivez, je sais pas, devant un pharmacien et que vous dites mais ça marche votre truc là, le machin que vous voulez me donner, et qui vous dit ah ben non mais prouvez-moi que ça marche pas. Non, c'est pas à vous de prouver que ça marche pas, c'est lui qui dit que ça marche, donc c'est à lui de vous donner le corpus de preuves suffisant pour que ça vous convainque. Vous voyez, la charge de la preuve incombe à celui qui prétend. Et souvent dans les débats, vous remarquerez que quand vous contestez l'existence de quelque chose, ou quand vous demandez des preuves, on va vous dire ah mais ouais, tu dis ça, mais prouve-toi que ça marche pas. Non, n'acceptez pas ce débat parce que il est biaisé ce débat. La charge de la preuve de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle entité ou d'une nouvelle corrélation, par exemple, appartient à celui qui prétend. C'est pas à vous de la réfuter. Pour pousser un peu plus loin, juste la métaphore, pour filer la métaphore, comme on dit, j'emprunte à cet auteur que j'aime beaucoup, Bertrand Russell.
La fameuse théière, peut-être certains d'entre vous connaissent la théière. C'est un texte qui devait être publié dans une revue en 1952, puis la revue, en le lisant, le texte, elle a dit non, là on va pas publier, c'est trop rude. Pourtant le texte est assez simple, il dit, si, je vous le lis, hein, excusez-moi, si je suggérais qu'entre la Terre et Mars, dans la fameuse ceinture de Kuipiek, vous savez, se trouve une théière de porcelaine en orbite elliptique autour du Soleil. Bon, personne ne serait capable de prouver le contraire, pour peu que j'ai pris la précaution de préciser que la théière est trop petite pour être détectée par nos plus puissants télescopes. Mais si j'affirmais que, comme ma proposition ne peut être réfutée et il n'est pas tolérable pour la raison humaine d'en douter, on me considérerait aussitôt comme un illuminé. Et cependant, si l'existence de cette théière était décrite dans les livres anciens, enseignée comme une vérité sacrée tous les dimanches et inculquée aux enfants à l'école, alors toute hésitation à croire en son existence deviendrait un signe d'excentricité et vaudrait aux sceptiques les soins d'un psychiatre à une époque éclairée ou de l'inquisiteur en des temps plus anciens. Relisez ça à froid, je vous jure, c'est monstrueux. C'est tellement monstrueux, enfin c'est tellement fort, quoi, que bon, ils se sont dit, bon, on va pas le publier. La revue Illustrated Magazine, c'est couché, on va dire. Le texte s'appelait Is There a God? Et il y posait la question, il posait la question, en gros, est-ce qu'on peut se contenter d'être athée, est-ce qu'on peut se contenter d'être agnostique de la théière, dire ah non, je suspends mon jugement? Est-ce que l'agnosticisme est une posture qui tient la route, ou est-ce qu'il faudrait juste se contenter d'être athée de la théière? On pourrait dire athéiériste, si vous voulez, athée de la théière, et se dire bah non, il n'y a pas de raison de postuler, vu qu'on n'a aucune preuve à l'appui de ça, postuler l'existence de cette chose-là qui traînerait dans la fameuse ceinture. Ouais, c'est fort cette histoire de théière, hein. J'aime bien. Bon, il me saoule. 19h10. Il ne faudrait pas remettre en vert antenne et... Ah, mais j'ai raté des messages, moi. J'ai raté des choses. Tout à fait, mais absolument. Voilà. Il faut remettre du vert, là. Tout à fait. Voilà le problème du pot de peinture. Et la réponse est oui, il faut le dire, la réponse est oui, il y a des postulats sans lesquels on ne peut rien faire. Mais vous allez voir que ce n'est pas très coûteux de les accepter. Premier postulat, il faut postuler que le réel existe. C'est un thème privilégié dans la littérature de science-fiction ou dans les films. Je vous ai même mis, par exemple, une adaptation cinématographique de Matrix. Je sais pas si merci vous voyez, Lola Springwater. Le film Matrix de 1998, je crois, puis il y a eu 3 volets, je ne me rappelle plus de quelle date. Le réel existe, ça signifie qu'en fait, vous pourriez vous dire, c'est vrai, au fond, qu'est-ce qui me prouve que la réalité existe? C'est une question que s'est posée, par exemple, le révérend Berkeley. Enfin, je dis révérend, il était curé, je sais plus. Enfin, c'était un prêtre, Berkeley, un philosophe, vers 1620, quelque chose comme ça, à la louche. Berkeley qui disait qu'est-ce qui me prouve que la Lune existe encore quand je ne la vois pas? Les fleurs, je les colorerai après. On va continuer un petit peu. Je continue jusqu'à 20h, puis après, j'arrête. Et la réponse est rien, en fait, c'est vrai, effectivement. Mais il est quand même assez logique de la postuler, vous serez d'accord avec moi. Et en même temps, cette posture-là, que parfois certains philosophes appellent la posture solipsiste, il nous arrive parfois d'y adhérer. Moi, je me rappelle, petit, j'ai adhéré à ça. Je croyais que j'étais seul au monde. Et à un moment, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, tous les gens que je rencontre sont que des personnages de mon monde, à moi, de mon rêve. La réalité n'est que ma projection. Et puis les gens circulent, et puis quand je les vois pas, ils n'existent plus. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, ouais, mais si je tiens ce discours, n'importe qui pourrait le tenir aussi. Et j'ai commencé à trouver ça bizarre. Puis après, il y en a un qui m'a piqué mon goûter ou qui m'a mis une baigne. Et là, je me suis dit, ah, peut-être la réalité existe en dehors de mon rêve, puisqu'il n'a pas l'air d'être vraiment cohérent avec ce que j'aimerais bien. Peut-être que la réalité, finalement, existe en dehors de moi. Alors, si vous voulez vous en sortir, si vous dites, ouais, mais ça se trouve, tout n'est qu'un rêve de ce monsieur ici ou cette dame-là, ou tout n'est qu'un rêve d'un dragon quelque part qui sommeille et qui projette une réalité. Au fond, c'est pas un très gros problème, parce que même si c'est un rêve de dragon dans lequel nous sommes aujourd'hui tous ensemble, les lois physiques dedans, elles ont l'air de fonctionner, quoi. Les lois biologiques aussi, tout a l'air à peu près cohérent. Alors il suffirait d'appeler ce rêve la réalité, puis le problème est réglé, quoi. Vous voyez? Donc en fait, postulons la réalité, même si ça ne l'est pas. De toute façon, on n'a pas moyen de savoir si ça ne l'est pas. Donc en fait, on pourrait dire une question qui n'aura jamais de réponse, quoi. Donc ça peut nous faire rêver, ça peut nous faire plaisir, n'empêche que c'est pas très pratique. Donc continuons à considérer ce rêve de dragon comme la réalité, puis en fait c'est bon, quoi, c'est un postulat de départ, et puis voilà, quoi. Le réel ne dépend pas de nous, il n'est pas là pour nous faire plaisir,
même si vous n'êtes pas d'accord avec, même si vous n'êtes pas d'accord avec certaines des lois qu'on a trouvées ou des résultats qu'on a trouvés, c'est pas là pour nous faire plaisir. Moi, j'aurais été content que mon grand-père ait eu raison sur le fait que la Lune a une influence sur la pousse des plantes. Et la réponse est non. Et ça me plaît ni que ça me plaît ni que ça me déplaît. En fait, c'est pas là pour me faire plaisir. Si vous voulez, les résultats sont là. Ça ne marche pas. Ça a été testé plein de fois et ça ne marche pas. Il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas de jour feuille et de jour racine et tout ça. Et pourtant, on le répète tout le temps. Hein, beaucoup de gens le répètent. Mais les faits sont là. Ça fonctionne pas, quoi. Donc c'est pas là pour nous faire plaisir. Et puis le seul accès commun que l'on a à cela, à tout ça, à cette réalité, c'est la raison. C'est un outil assez génial, la raison. Cosmobacus. Alors évidemment, on peut l'abîmer en buvant de l'alcool ou en fumant des gros trucs bizarres, mais normalement, quand on est à peu près à jeun, la raison fonctionne à peu près de manière à peu près cohérente chez à peu près tout le monde. Donc là-dessus, on peut à peu près tous s'entendre, presque tous. Alors, quand je dis notre seul accès commun à ce réel est la raison, j'insiste, et pas seulement nos sens. Parce que nos sens sont limités. Alors je reviens, il y a une question qui a été posée la semaine dernière, est-ce qu'il n'y aurait pas un sixième sens? Je vous rappelle que j'ai répondu, peut-être c'était un peu rapide, que en fait la notion de 5 sens, c'est une division un peu artificielle qui a été faite par Aristote, autant vous dire que ça fait déjà plus de 2000 ans, et que ça a été revu depuis, et que si on devait définir des sens, en fait on aurait déjà 8 ou 9 à notre disposition, parce qu'on n'avait pas l'habitude de compter la sensation de douleur, par exemple, qui est un sens qu'on appelle la nociception, ou la proprioception, par exemple. Et voilà. Et donc, mais pas seul, les sens, il n'y a pas seulement les sens. La technologie qu'on invente nous permet aussi parfois d'accéder à des choses qui nous étaient, qu'on pourrait dire qu'elles nous étaient cachées, quoi. On peut postuler des choses, on peut postuler que des choses existent sans qu'on en ait des preuves sensibles directes. Alors j'ai mis des exemples, là j'ai mis Jeanne d'Arc par exemple. Personne parmi vous, parmi mes amis, ni moi-même n'avons jamais rencontré Jeanne d'Arc, lui serrer la pogne, salut Jeanne d'Arc, tu vas bien et tout, personne ne l'a vu, quoi. Mais il est quand même logique de postuler qu'elle existe parce qu'on a accès à des preuves plus ou moins directes de gens. Alors ça va des rapports de l'abbé Cochon, pour ceux qui connaissent bien le détail, jusqu'à des traces indirectes par les Anglais, etc. Et puis vous pouvez postuler rationnellement que Jeanne d'Arc a existé. J'ai mis les ondes infrarouges, que personne ici, à mon avis, ne voit les ondes infrarouges. Enfin, ça serait étonnant, quoi. Et pourtant, elles existent réellement. Et puis j'ai pris un autre exemple qui est l'écolocation des chauves-souris. Et c'est un exemple assez intéressant, l'écolocation des chauves-souris. Parce que au tout début de la réflexion sur les chauves-souris, je crois qu'on remonte à 1794, si ma mémoire est bonne, un type qui s'appelle Spallanzani se pose la question, il se dit comment elles font ces saletés de chauves-souris pour choper tous les papillons et les moustiques sans jamais se planter ou presque. Donc c'est bizarre, il se dit est-ce que leur vue est vraiment si forte, quoi, si puissante? Alors il s'est amusé à faire un truc un peu particulier, il a mis de la glu sur les paupières des chauves-souris, où il en a cousu certaines, et puis il les a balancées pour voir si elles arrivaient à chasser, et elles arrivaient toujours à chasser. Alors après il en a pris d'autres, il leur a bouché les oreilles, avec je sais pas quoi. Je regarde tout à l'heure. Il n'était pas très gentil avec les chauves-souris. Et à la fin, il conclut, je ne sais pas comment elles font. En tout cas, c'est pas la vue et l'ouïe qui est en cause. Et même quand je les abîme, elles trouvent quand même leur proie. Et il faut attendre 1940 avec Griffin et puis un autre, j'ai oublié son nom, peut-être c'est Donaldson, je crois. Enfin, en tout cas, c'est sûr, c'est Griffin, le premier, qui dit, en fait, c'est un sens que nous n'avons pas, qu'on a réussi à recréer technologiquement avec des bateaux qui font des sonars, etc. C'est un sens qu'on appelle l'écolocation. Et jamais personne parmi nous ne fera jamais l'expérience sensible de ce que c'est que d'avoir une écolocation. Avec un tout petit bémol, c'est pas tout à fait la même écolocation que pour les chauves-souris, mais quand des gens aveugles entendent la réverbération des sons quand ils marchent dans un lieu clos, eh ben, c'est un merle, vu qu'il a le bec jaune. Les corbeaux ont le bec noir. Non, c'est pas ça non plus. Après, les étiquettes, ils les ont plus, puis après, ils les ont de nouveau. Bon, je sais pas. Si le client râle, je les mettrai à tous tout le temps ou je les enlèverai partout. Non, mais c'est pas grave. Hein. Ne t'excuse pas d'avoir dit corbeau alors que c'était un merde. Ils peuvent anticiper parfois la distance qui les sépare d'un mur ou d'un objet. Donc c'est finalement une sorte d'écolocation. Donc attendez d'être aveugle pour tester ça. En attendant, ça sera difficile d'être sensible à ça, puisqu'on c'est pas des sens qui nous sont nécessaires dans la vie de tous les jours si on a une vue correcte et une ouïe à peu près potable. Donc, pour postuler une nouvelle entité, comme c'est le cas pour l'écolocation, il faut qu'il y ait des faits qui nécessitent de postuler ces entités-là. Et à plus forte raison, il faudrait que cette hypothèse ou cette nouvelle entité nous permette de prédire des choses, en plus de prédire toute une gamme de phénomènes. Il faut que le processus soit prédictif. Alors...
si vous voulez vraiment fouiller comment les philosophes se sont empaillés sur cette question de est-ce que nos sens, etc., est-ce qu'on pourrait sentir nous-mêmes les colocations des chauves-souris, qu'est-ce que ça changerait, etc. Il y a un philosophe qui avait fait un texte qui avait fait un gros bruit à l'époque, en 1974, un texte de Thomas Nagel que je vous ai mis en ligne et que vous trouverez quand vous irez ce soir. Attendez un peu le temps que je mette le diaporama en ligne, puis je vous mettrai un cadeau avec. Je vous mettrai un épisode de South Park, mais parce qu'il est en lien avec ce que je vais vous raconter, mais j'ai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui. Donc c'est des petits bonus, des petits goodies pour vous obliger à aller sur le site pour aller regarder les C'est joli les consignes, couleurs, votre dossier. Il y aura encore des surprises, des gens vont les consignes au moment où ils rendront leur dossier. Donc le texte s'appelle What it is like to be. Je disais, c'est joli les couleurs sans les cerner. Des fois, je regarde, je me dis merde, c'est presque plus joli, c'est plus léger. Mais alors là, le problème dont je me rends compte, c'est que voilà, tout ce qu'on voit encore là, c'est tout sur le même calque. Alors je suis embêté. Et je vais tout passer sur le calque supérieur, couleur animaux, parce que sinon pour mes ombres et tout, je vais être embêté. Alors, on va sélectionner le vert, tout le vert, voilà. Et puis je vais inverser la sélection. Donc je sélectionne tout sauf le vert, puis je le copie. Voilà. On est bon. Il faut juste que je fasse attention. Ah oui, c'est joli. Ouais, il faut être méticuleux, c'est sûr. Bah, c'est comme ça. C'est vrai que c'est un peu fin. C'est un travail un peu fin. Voilà. Il ne faut pas que j'oublie de changer de calque au bon moment. Qu'est-ce que ça fait d'être une chauve? Le rasoir d'Occam. Alors, j'en ai déjà, je l'ai déjà cité tout à l'heure. C'est un outil, j'ai mis majeur. C'est-à-dire que c'est un principe de base de la connaissance qui est incontournable. Il faut le connaître, mais il ne faut pas lui faire dire n'importe quoi. Le rasoir d'Occam, ça vient du rasoir, comme je vous ai mis là, c'est-à-dire un truc qui coupe. D'accord. Et Occam, c'est pas un bonhomme, c'est une ville d'Angleterre dans laquelle est né un bonhomme qui s'appelle William, mais que les Français appellent Guillaume, je ne sais pas pourquoi. Et on n'a pas de photo de lui, puisqu'évidemment, en 1320, il n'y a pas beaucoup de photos. Et donc on a des vitraux comme ça qui le représentent. Il aurait à peu près cette tête-là. Mais la culture populaire s'en est emparée, notamment un auteur qui s'appelle Umberto Eco, qui a cassé sa pipe il y a 6 mois, un truc comme ça, qui a écrit pas mal de bouquins assez remarquables, et notamment un qui s'appelle Le nom de la rose, que vous avez peut-être vu adapté en film par Jean-Jacques Hano. Et il a représenté Guillaume d'Occam sous un autre nom, Guillaume de Baskerville, mais peu importe, c'est vraiment de lui dont il s'inspirait, sous les traits de Sean Connery. Il y en a qui ont vu ce film? Okay. Bah ouais. C'est du lourd, hein, faut voir ça. Hein. Mais le bouquin est encore mieux. Donc commencez par le film, puis après lisez le bouquin. C'est une tuerie totale. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a une scène, je ne l'ai pas vu depuis quelques années, mais il y a une scène, je crois, où il cite le rasoir d'Occam au moment des vêpres, au début du film. Voilà, vous retrouverez ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le rasoir d'Occam? La phrase de Guillaume d'Occam, qu'on trouve dans un de ses textes qui date de 1319, et si je ne me trompe pas, 2-3 ans près, c'est une phrase qui est, celle-ci en latin, c'est pluralitas non exponenda sine necessitate. Ça veut dire, il n'y a pas de raison de multiplier les entités. Il n'est pas... Je vous invite aussi à découvrir le Rasoir Doc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une association d'esprit critique toulousaine, donc dans le pays d'Oc, et qui s'appelle Rasoir Doc. Évidemment, vous l'aurez compris, en référence au rasoir d'Occam. Ils avaient une très jolie devise en latin, inspirée de celle d'Occam, mais je crois qu'ils vont la virer parce que c'est un peu compliqué. Au lieu de dire il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité, il faut multiplier les verres de bière sans nécessité. Voilà, mais c'était un peu compliqué, c'était en latin en plus. Hop, mais moi j'aimais bien. Allez. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si on les multiplie, si on en accepte une sans preuve, on est obligé d'en accepter une autre sans preuve, etc. Donc en fait, celles qui ne sont pas nécessaires pour notre connaissance, on peut les couper, les trancher avec le rasoir d'Occam. Alors, est-ce qu'on peut, en gros, vous vous rappelez, au premier... J'ai rajouté des nervures aux ailes de la libellule, vu qu'elle en a sur les autres cases. Là, je peux le faire à l'ordinateur, c'est facile. Hop, c'est joli. Ah, ça change tout. Ah. J'ai raté celle-là. Hop. Hop. Allez. Hop. 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 Hop.
Voilà. Ça demande beaucoup de concentration, c'est pour ça que je suis obligé de couper Richard. Mes cours, je vous ai dit, la démarche zététique, pour l'essentiel, quand elle est face à un phénomène extraordinaire, sa démarche, c'est de se dire, est-ce que, avant de postuler un don ou une capacité extrasensorielle ou une entité extraordinaire ou un truc bizarre, est-ce que je ne peux pas expliquer ce à quoi j'ai affaire par les moyens du moment, de ce qu'on connaît en sciences, en psychologie, en biologie, en mécanique, en physique, en chimie, en ce qu'on veut, en toutes les connaissances du moment. Et si on arrive à l'expliquer avec ce qu'on a, sans postuler l'hypothèse d'un don, alors l'hypothèse de ce don n'est pas nécessaire dans l'explication. Alors je ne sais pas si c'est clair pour vous, j'ai pris quelques exemples pour vous les illustrer. Le premier, il vient d'un gars qui l'applique pratiquement, je dirais, un épisode sur 3 pour ce que j'ai vu 2 saisons de la série Le Dr House. Il y en a qui ont vu la série Le Dr House? Ça vous parle un petit peu? C'était à la mode il y a quelques années. Et Dr House, il y a même un épisode qui en anglais porte le titre du rasoir d'Occam, je crois que c'est saison 1, épisode 3. Et Dr House, il dit en gros, pour vous résumer ça, en gros, qu'est-ce qu'il fait Dr House? Il le dit à plusieurs moments de cette série. Hein, il dit, quand je suis face à quelqu'un qui a 3 symptômes différents, je sais pas, il saigne du nez, il a une forte fièvre et puis il a une cervicalgie, il a super mal au cou. Il dit, je ne sais pas si j'ai raison, mais il est logique que je parte d'abord sur une pathologie qui explique les 3 symptômes. C'est seulement si j'ai épuisé toutes les pathologies possibles et que je ne trouve pas une pathologie qui explique les 3 symptômes, que là, je pars sur 2 pathologies qui expliquent l'une 2 symptômes et l'une 1 symptôme. Et si vraiment je ne trouve toujours pas, je pars sur 3 pathologies, chacune expliquant 1 symptôme. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut d'abord privilégier les solutions simples. S'il y a des matheux parmi vous qui aiment bien ça, vous pouvez vous référer au révérend Bayes et aux probabilités de Bayes, les probabilités bayésiennes, comme on dit, qui permettent de montrer pourquoi il est logique de faire ça. Alors l'erreur fondamentale sur le principe du rasoir d'Occam, c'est de dire donc le plus simple est vrai. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent il est logique de privilégier d'abord le plus simple. Mais ça ne veut pas dire que vous avez raison. Mais il faut d'abord privilégier le plus simple, et si seulement vous n'y arrivez pas, alors vous pouvez postuler un don ou un truc nouveau, quoi. D'accord ? Alors, je reprends l'exemple de Uri Geller qu'on a abordé la semaine dernière, le fameux tordeur psychokinète de cuillère là, et de métaux. Si par des moyens classiques, connus, j'arrive à expliquer ce qu'il fait, ou vous arrivez à expliquer ce qu'il fait, il n'y a pas de raison de postuler qu'il ait un don, puisque vous arrivez à faire la même chose sans don. S'il veut postuler l'existence d'un don, il faut qu'il fasse quelque chose qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes. Et n'importe qui se met un peu à travailler en prestidigitation arrivera à des résultats tout à fait proches de ce qu'il fait, hein, sans aucun problème. Donc l'hypothèse de son don est, les philosophes diraient, surnuméraire. Il n'y a pas besoin en fait de postuler le don de Uri Geller, surtout quand on sait qu'il est diplômé de l'école de magie de Tel Aviv et qu'il a été pris en fraude plusieurs fois. Un autre exemple. Quelqu'un m'a posé la question la dernière fois sur les catalepsies hypnotiques et c'était par SMS, donc j'ai répondu assez brièvement et j'ai dit que j'en reparlerai. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail là, je crois que je vous traiterai ça dans peut-être le cours prochain ou le cours suivant, qu'est-ce que c'est que les différents domaines de l'hypnose, de ce qu'on recouvre par le mot hypnose. Mais là au moins abordons les phénomènes dits hypnotiques comme la catalepsie par exemple. Vous savez, c'est des gens qui, dans des spectacles type Mesmer, qui est bien la mode en ce moment, vous mettent en tourette entre 2 tréteaux et vous maintiennent tourette comme ça, puis après parfois peuvent monter dessus. Le mieux, c'est de le voir. Alors, j'ai amené un petit extrait de Frank Six sur M6. Je vais compter jusqu'à 5. Chaque partie de votre corps correspond à un chiffre. 1, c'est le bras droit qui devient lourd, très lourd, de plus en plus lourd. 2, la jambe gauche. 3, la jambe droite. Et 4, le bras gauche. Et 5, les yeux se ferment, c'est dormir, sommeil. Le corps devient de plus en plus lourd, c'est dormir, sommeil. Se ferme, se serre, se durcit, se colle au corps et phénomène de compression. Le poing se ferme, se serre, se bloque, se dérouille. Le bras se durcit et se colle au corps. La cheville droite et la cheville gauche se serrent, se bloquent, se verrouillent et le corps se durcit de plus en plus. Il devient dur comme une barre de fer. Il se durcit de plus en plus. On le prend par l'épaule droite, on le prend par l'épaule gauche. À 3, 1, 2, 3, l'énergie est en vous et le corps monte de plus en plus haut. Vous la lâchez. Le corps s'arc-boute dans cette position. Il devient dur comme une barre de fer. Et le corps monte de plus en plus haut. Il monte, bloqué, verrouillé. Dans cet état, le corps devient de plus en plus dur comme une barre de fer. Il durcit de plus en plus. Et il monte de plus en plus haut. Le corps monte de plus en plus haut. De plus en plus haut. On la pose au sol. On ne pose pas la tête. Le corps se détend. Vous pouvez partir. Se décontracte. Vous allez refaire surface. Vous vous réveillez. Merci. Waouh.
Question qu'on ne pose pas à une demoiselle. Mon Dieu, Vous pesez combien? 50 kilos. 50 kilos. Je pèse 103 kilos. Mon Dieu. Je suis monté à genoux sur vos genoux. J'ai rien senti. J'ai rien senti. On a l'impression d'être dans un nuage de coton. Oui. C'est sincère. Et je n'ai rien compris. Je vous ai entendu, mais je ne sentais plus mon corps du tout. Et par contre, quand on se relève, on est, comme dirait l'autre, à l'ouest. Quand l'esprit est ailleurs, le corps ne souffre. Ne souffre plus. Le type, il parle comme le camelot qui vend des poils non adhésives sur le marché de Tournefeuille. C'est exactement la même voix. Bon, c'est un indice déjà, mais pas un très bon indice. Pardon. Alors, voyons. Un gars qui fait des tours de magie, tu sais, il rend quelqu'un tout raide et puis il la pose sur des chaises et il marche dessus. Et il parle exactement comme le mec du marché de Tournefeuille qui vend des poils Tefal. Alors attends, écran, zoomé, hop, voilà. Je ne trouvais plus la scène pour remettre. Ouais, tu le connais, Lola Springwater. C'est pas le seul à faire ça, hein, vous en avez déjà vu certainement. Il y en a même parfois qui traînent par ici, qui viennent faire des spectacles là-dessus. Tout dépend de ce qu'ils en disent en fait à la fin. Si vous dites, vous savez, là vous avez affaire à de la magie, de la prestidigitation avec un truc. J'en vois qui sont cachés là-bas, mais entrée, il y a des places, hein, il y a plein de places au-dessus, puis là, asseyez-vous, restez pas coincés, là, les pauvres, ils sont tout coincés comme ça. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous dit qu'il y a un truc, il n'y a pas de problème. Si par contre la personne vous dit que c'est grâce à son état hypnotique qu'elle a réussi à vous rendre rigide comme une barre de fer au point d'obtenir de vous une prouesse qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement, cette personne ment. Et elle commence à exercer sur vous une sorte de pouvoir qu'elle fait asseoir sur son soi-disant don de vous mettre dans cet état-là, son don ici en l'occurrence d'hypnotiseur. Mais en fait, ça, ce qu'il a montré là, n'importe qui peut le faire. Fut un temps, je le faisais même ici. Il faut juste amener 2 tréteaux et c'est hyper simple à faire. Je vous passe le détail, je ne veux pas le faire là parce que j'ai décidé de plus jamais faire de magie en cours parce que sinon on se rappelle que de ça, puis on se rappelle pas. Je préfère vous rappeler du rasoir d'Occam que de la catalepsie entre 2 tréteaux si vous voulez. Mais si vous voulez le refaire chez vous, il y a juste quelques précautions à prendre. Déjà réviser un peu la physique de terminale. Rappelez-vous ce que c'est qu'un principe fondamental de la dynamique. Vous faites le rapport des forces qui sont exercées sur une personne qui est mise raide comme ça, à qui on obtient de son corps une sorte de voûte. Et en fait, vous avez un effet de voûte, tout simplement. Et vous placez bien les tréteaux en haut de ses épaules, pas sur la nuque, sinon elle est morte. Et là, vous allez en prison. Si vous les placez sur le haut des mollets ici, en poussant bien la personne vers le haut, vous obtenez un effet de voûte. Les forces vont se répartir sur les tréteaux. Et là, vous pouvez monter dessus, mais vous pouvez monter vraiment dessus. Sur une personne qui fait 40 kilos, même si vous en faites 100, ça pose pas vraiment de problème. C'est pas très confortable. Vous restez pas 1h30 à fumer une clope dessus, quoi. Mais vous restez comme il a fait, quoi. Et ça marche tout à fait bien. Vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez même prendre un parpaing, le poser sur la personne, prendre une masse, péter le parpaing dessus. Et ça pose pas de problème en soi. Il n'y a pas besoin de don, puisqu'on peut le faire. Il suffit d'avoir de la bagoue et puis d'expliquer à la personne qu'elle craint rien. Vous prenez quelques acolytes qui vous soulèvent la personne et tout. Enfin, c'est des TP qu'on fait de temps en temps avec des lycéens, par exemple, ou des collégiens. C'est très simple. Évidemment, si vous faites ça dans une maison de retraite avec des mémés un peu fragiles, des gros pépés, vous risquez de casser quelqu'un. Prenez des gens qui n'ont pas un problème de dos, quoi, évidemment. Donc il n'y a rien de spectaculaire là-dedans. Mais moi j'ai rien contre ce genre de spectacle. Si la personne elle est saine dans sa démarche et qu'elle dit, bah voilà, vous assistez à de la magie, quoi, tout simplement. Si par contre la personne vous dit c'est grâce à ça que vous obtenez ce pouvoir de c'est là que ça devient douteux, c'est là que ça devient problématique. C'est de la même façon ce qui rend douteux certains stages de développement personnel où à la fin du stage on vous propose de marcher sur le feu. Vous voyez, puis on vous dit c'est grâce à ce que vous avez acquis dans ce stage que vous obtenez la capacité mentale de marcher sur un feu de braise, enfin sur des braises ardentes, quoi. Mais marcher sur des... Je vais faire tout vert en fait. Je vais faire tout vert pour l'instant, puis peut-être je changerai après. Je sais pas. Parce que dans mon idée, je voulais faire peut-être du ciel, mais ils sont dans la forêt, alors il faudrait un vert plus sombre, mais les animaux vont pas se détacher. Je sais pas. Bon. Je vais laisser tout vert, ce sera peut-être plus élégant finalement que de multiplier les couleurs. Comme dirait Guillaume d'Occam, il ne faut pas multiplier les couleurs sans nécessité, n'est-ce pas?
Des braises ardentes, vous pouvez le faire sans aucune préparation, sans ce stage, sans rien. Il suffit juste d'avoir fait un tout petit peu de physique et de savoir que la capacité calorifique d'un corps, comme le charbon, est pas terrible. Ça restitue pas très bien la chaleur, ce qui fait que quand vous marchez dessus, il faut juste savoir qu'il faut pas marcher trop vite, il faut pas marcher trop lentement. Si vous marchez trop lentement, bah, c'est chaud, et donc vous vous brûlez. Si vous marchez trop vite, vous risquez d'emporter une braise dans les orteils, ça fait très mal. Et il vous suffit de pas faire l'erreur qu'avait fait une journaliste sur TF1, qui était enfin, que c'est son équipe technique qui a fait l'erreur. Ils avaient mis une plaque de métal sous les braises. Et là, ça change. Bon, et donc, elle s'est cramé les 2 pieds. Je crois qu'elle a fait du. Henri Brock, il dit toujours sur ces questions-là, il dit rappelez-vous que si le risque de brûlure est faible, la brûlure, elle, sera forte. Vous voyez ? Donc c'est un jeu auquel vous ne pouvez pas trop vous amuser. Il y a des méthodes de fakirisme comme ça qui en fait ne nécessitent que des connaissances en physique. On n'ose pas les faire parce qu'elles ne sont pas intuitives, mais elles nécessitent rien. D'ailleurs, pour les braises, avant de marcher sur des braises, amusez-vous juste à prendre des braises dans un feu. Une petite braise de la taille d'un tout petit bout comme ça, et vous pouvez très facilement les éteindre entre vos mains, ces braises-là, en les faisant tourner. Si vous voulez, je vous montrerai ça à la fin du cours, ou je sais pas, on fera un feu dehors un jour. C'est vraiment simple à faire. Il y a d'autres trucs un peu plus risqués. Notamment, il y a un truc que je voulais tester il y a 6 ans. Je me suis fait jeter par les camarades qui s'occupent de la sécurité parce que je voulais refaire ce que faisait Jean-Eugène Robert Houdin, le magicien, tremper ses mains dans du plomb en fusion qui rougeoie. Là. Vous êtes à 600 degrés, vous trempez vos mains dedans, pas longtemps évidemment. Et normalement, il y a un phénomène dit de caléfaction qui va vaporiser l'humidité que vous avez sur les doigts, qui va faire comme un coussinet qui va vous protéger le temps de tremper vos mains dedans. Ça, c'est la physique qui dit ça. Hein. Alors, je m'étais dit, tiens, je vais faire venir des étudiants, comme ça ils commenceront avant moi pour voir si ça fait rien. Et puis je m'étais fait livrer du plomb, mais en fait, il n'était pas pur. Et puis je me suis fait engueuler. Puis en fait, d'un point de vue de la sécurité, on peut pas faire ça sur le campus, donc je peux pas le faire. Voilà. Mais j'avais vraiment envie de le faire. Donc en TP, dans vos dossiers, si vous voulez reproduire ce genre de phénomène, prenez des trucs faciles et ne vous mettez pas en danger. D'accord ? Parce que sinon ça va être ma faute après. Puis moi je vais avoir des ennuis quand on va me dire ouais, t'as vu, il y a 3 grands brûlés, 4 estropiés, 2 éclopés. C'est pas bien. Un autre exemple qui est encore plus sordide, oui, prendre l'ascendant sur des gens en faisant croire qu'on a une capacité alors qu'en fait c'est que de la physique simple ou de la chimie simple, c'est pas très joli. Il y a des gens qui vont plus loin, notamment un monsieur qui est là. J'ai dit, je crois au premier cours, que dans mon boulot, souvent on me demande donc en fait ton boulot, tu traques des charlatans. Et je réponds toujours non, parce qu'en fait des charlatans, j'en connais très très peu, des vraies personnes qui font sciemment quelque chose de vilain à des fins commerciales. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment c'est très rare. La plupart des gens qui proposent des choses extraordinaires sont des gens sincèrement convaincus. Toutes, sauf probablement quelques rares cas comme lui. Par exemple Peter Popov qui est là, qui a une chaîne de télé encore et tout, qui est richissime. Peter Popov, je vous montre juste ce qu'il faisait, ce qu'il a fait, et c'est un extrait qui date des années 1985, et je vous dirai pourquoi après. Are you? Eddie, I'll tell you, God's going to deliver you from all of the evil habits that have kept you in bondage. Lift up your hands. I'll tell you that alcoholism is no longer going to bind you. You're going to see deliver. Whoa! Hallelujah! In the name of Jesus, devil, back up. Chaque dimanche, ces croisades de miracles sont diffusées sur plus de 50 chaînes de télévision et 40 stations de radio. Devant une foule en extase, il affirme être l'élu de Dieu et le messager du Saint-Esprit. Il réussit des guérisons visiblement miraculeuses. Stand up on your feet. I want you to take off and just run a little bit to make the devil mad. Look at that. There's a woman who could hardly walk. She's running now. Bien que ces gens lui soient parfaitement inconnus, il connaît leur nom, décline leur adresse et décrit précisément à chacun d'eux la maladie dont ils souffrent. Where's Nancy? Amen. You want God to take about 30 pounds off of you supernaturally? I'll tell you, you're going to see miracle weight loss. You're going to see that high blood pressure come down. There it goes without any medication. Les miraculés éperdus de reconnaissance ne doutent pas un instant être guéris. I tell you, I didn't even have to pray. There she goes. She got shocked. That's the Holy Ghost. Hallelujah. Ces démonstrations sont si Stand up. C'est le montage, c'est moi qui You've fais le got montage. cancer of the stomach. Are you ready for God to burn that cancer out? Here it goes in the mighty. Devil, back off. Back off, devil! Jesus, let your power divine. C'est pas joli, hein. C'est pas très très beau.
Mais ce type était capable de vous sortir votre numéro de sécurité sociale, votre pathologie, les proches avec qui vous étiez venu, votre nom, votre adresse, tout comme ça, simplement avec l'intermédiaire du Saint-Esprit, disait-il. Et il a fallu attendre que des magiciens, il fut un temps, dans les années 80, devant la prolifération de gens qui, sous prétexte de magie, ont développé soi-disant des capacités extraordinaires, il y a quelques magiciens qui se sont dit, non, on va essayer de montrer au grand public là où se situe l'entourloupe, parce qu'on veut pas que la magie soit bradée dans l'escroquerie, quoi. Et donc en France, vous aviez un type qui s'appelle Gérard Majax, qui a fait ce boulot-là pendant longtemps, et puis aux États-Unis, il y en a un qui est très célèbre là-bas, un ancien escapologue. Escapologue, c'est ceux qui s'échappent vous savez, qui se font enchaîner des camisoles de force suspendues à des chaînes au-dessus du Niagara, des trucs comme ça. Un mec qui s'appelle James Randi, que vous retrouverez en ligne. Bon, il a 90 ans maintenant, donc il se met plus dans des chaînes et tout, sinon il se défracte complètement. Et c'est un type qui est, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, parce que c'est lui qui a mis $1 million sur la table pour quiconque ferait la démonstration d'une capacité extraordinaire. J'avais coupé mon micro tout à l'heure. Et comme on a des liens avec lui assez forts, et que nous on avait refusé de reprendre un prix défi qui avait été proposé pendant presque 15 ans en France, qui comptait 200 000 € pour toute personne qui ferait ce don, nous on ne voulait pas prendre ce prix parce que on trouvait que ça faisait venir trop d'escrocs, trop de gens qui voulaient le prix. Alors que nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, quoi. Et on lui avait posé la question. Je lui ai posé la question en 2004 à James Randi, je lui ai dit nous on va pas reprendre le prix. Il a dit c'est pas grave, dites aux gens qui viennent vous voir et qui montrent quelque chose, qu'ensuite ils viennent aux États-Unis, puis on fera le test, et ils prendront $1 million. Ça pose pas de problème. Donc ce prix existe toujours, sachez-le. Et James Randi en fait il se penche sur ce cas parce qu'il se dit comment il fait ce gars, c'est dingue. Comment il fait pour donner toutes ces informations? Donc lui, il est trop connu, il fait 1m40, il a une barbe comme ça, il a une tête de gourou, tout le monde le reconnaît, quoi. Donc il a envoyé des adjoints à lui, notamment un gars qui s'appelle Steve Shaw, qui est assez connu pour ça, pour faire des investigations de ce genre. Et Steve Shaw se pointe dans le public comme ça, puis il regarde un petit peu, il enquête. Au bout d'un moment, il se rend compte que dans l'oreille gauche, il me semble, dans son oreille, il a un petit récepteur. Et on n'est pas à l'époque moderne avec les trucs tout compliqués qu'on a maintenant, hein, on est en 1986. Et il se rend compte qu'il a un récepteur dans l'oreille. Alors après, il se procure, avec James Randi, il se procure un intercepteur de signal. Et ils essaient de capter ce qu'ils peuvent, ils passent les bandes comme ça en revue et ils essaient de voir s'ils captent quelque chose. Et au bout d'un moment, ils tombent sur une fréquence où ils entendent la voix de sa femme, à Peter Popoff, Elisabeth, qui est dans la régie tout au fond, et qui lui envoie les informations en direct. Et qui lui dit, en plus, avec force colibet et blagues et autres trucs glauques, lui dit, alors tu vois la grosse moche là-haut, là, eh ben, tu vois, elle a un cancer horrible, alors vas-y, elle est là-bas, appelle-la, elle s'appelle Nancy, elle a ceci, elle a cela, elle vient de là-bas. Là. Et lui, il fait semblant, vous voyez, de deviner par le pouvoir du channeling, quoi, de l'intermédiaire qui sert, que le Saint-Esprit fait en lui, il prétend avec ça donner les informations qu'en fait sa femme lui donne. Et sa femme les a eues comment? Elle les a eues par des enquêtes qu'elle a menées avec une équipe à elle, dans le public, dehors, quoi. Avant de rentrer dans la salle, les gens sont dehors et puis vous avez des enquêteurs qui passaient, qui leur faisaient remplir des petites fiches, ou alors qui leur disaient tiens vous venez d'où? Ah vous venez de là-bas, moi aussi, etc. Et puis ils prenaient des informations comme ça et c'est ces informations-là que ressortait sa femme en direct. Alors ce qu'a fait James Randi, c'est assez génial. Plutôt que de dénoncer, d'éventer la mascarade comme ça n'importe comment, il a tendu le plus grand show des États-Unis, le Tonight Show de Johnny Carson qui est mort l'an dernier d'ailleurs. Et Tonight Show, il a tendu ce moment-là et à ce moment-là, en direct, il a fait passer les bandes on entendait en direct. J'ai recoupé mon micro. Et en même temps, ce que lui disait. Décidément. Et ça a été la débandade complète. N'importe quoi. Alors, Popoff a dit que les voix n'étaient pas réelles, qu'ils avaient pris une actrice pour mimer sa femme, que James Randi c'était le diable, qu'il a fait diffuser une photo de James Randi avec le 666, le numéro de la bête. Enfin, au final, il n'y a rien pour condamner aux États-Unis sur ce genre de pratique. Et donc, il n'a pas été condamné pour ça. Il a été condamné pour évasion fiscale 2 ans après. Donc, il a coulé, ce qui n'a pas empêché de remonter son église et sa chaîne privée. Et il est redevenu millionnaire très rapidement. Et il continue à faire ce que vous avez vu là. Hein. Il est de la branche de ce qu'on appelle les évangéliques charismatiques. Des gens qui procèdent parfois à des miracles. C'est pas très fréquent en France, mais il y a pas mal de pays où ça existe, ce genre de show. Et lui, c'est un des millionnaires, voire des milliardaires de ces méthodes. Et puis, vous en avez des encore plus moches, notamment un qui a été élu j'ai mis un S à Edwards, excusez-moi, il n'y a pas de S à Edwards. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je mets un S à Edwards alors qu'il n'y en a pas. John Edwards a été élu par South Park dans l'épisode 14 de la saison 6, le plus grand connard de l'univers. Je ne sais pas si vous l'avez vu cet épisode. Et ma foi, c'est vrai que s'il y avait un concours interstellaire du plus grand connard, je pense qu'il serait au moins en finale. Parce que alors lui, il fait
ce qu'on pourrait ranger dans la catégorie des transcommunications instrumentales, c'est-à-dire des gens qui disent être en contact avec l'au-delà et communiquer avec vos défunts. Et ce qu'il fait, c'est qu'il réunit des amphithéâtres comme ça, et puis il essaie de rentrer en contact avec les morts. Et donc il commence à deviner un prénom, et puis il y a une personne qui dit oui, c'est moi, c'est mon mari, je l'aime, voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Ah ben il vous dit que, là, et il commence à donner des informations qui sont a priori surprenantes, etc. Tout l'épisode de South Park consiste à regarder comment un des gamins apprend par des méthodes de mentalisme à faire exactement la même chose que lui et essaie de démontrer en public pourquoi c'est bidon. Et j'ai passé ma matinée ce matin à vous construire un montage qui ne prenne pas trop de temps de cet épisode-là. Et en fait, ça prendrait quand même 6 ou 7 minutes et après, ça nous mangerait un peu la fin de ce que je voulais vous présenter. Donc, je vous le mettrai à disposition. Comme ça, vous pourrez le télécharger et le regarder tranquillement chez vous, cet épisode qui est assez génial. Franchement, South Park, il y a beaucoup de gros mots. Okay. Mais c'est très très bien écrit pour pour ceux qui veulent se pencher sur. Il y a pas mal d'aspects très proches de la zététique qui sont présentés dans pas mal d'épisodes. Hein. Je vous en reparlerai, je pense, à d'autres moments. Mais donc c'est pas le seul. Je vous reparlerai tout à l'heure un petit peu de transcommunication instrumentale. Des gens qui font ça, il y en a aussi en France. Hein. Des gens qui disent être en contact avec l'au-delà et qui ramènent des informations, soi-disant, de vos proches défunts. Voyez. Et c'est assez troublant et convaincant de prime. Il y a eu un gang d'arrachage de sonnettes dans toute la rue. Ils ont arraché toutes les sonnettes. Voilà. Oui, j'ai bientôt fini. Dans un quart d'heure. À bord. Mais quand on exerce un doute raisonnable, on se rend assez vite compte que ça tient difficilement la route. Alors, à savoir sur le bout des doigts, ça c'est ma diapo, je dirais, de clôture de cette partie 3. Si votre but est de croire, vous êtes libre de croire. Ça ne me regarde pas. Et ça ne regarde personne. C'est une affaire intime, la foi. Vous êtes libre de vos actes de foi, mais vous pourrez les imposer à personne. Si votre but est de savoir, le réel vous impose ses résultats, qu'ils vous plaisent ou non. Bon, je vais faire comme ça. Vous voyez, alors j'ai mis, il n'y a pas de différence entre une entité sans preuve et une non-entité, donc je résume ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui est énoncé sans preuve peut être réfuté sans preuve. L'existence d'une nouvelle entité peut être postulée, mais elle doit avoir un corpus de preuves qu'il nécessite. C'est pas ex nihilo comme ça qu'on peut postuler une entité sans preuve. Et avant d'adhérer à une explication extraordinaire, ou ne chercher que les éléments qui confirment ce qu'on aimerait bien qu'ils soient vrais, il vaut mieux s'assurer avant qu'il n'y a pas d'autres explications disponibles et moins coûteuses. C'est ça le principe de parcimonie, alias le rasoir d'Occam. Ainsi aura-t-on de bonnes raisons de penser ce qu'on pense. Voilà. En résumé, ayons l'esprit ouvert, ça c'est une citation de Richaud Moussoudek, ayons l'esprit ouvert, mais pas au point d'avoir un trou dans la tête, dans un livre de Oxbridge en 98, qui s'appelle, si je ne me trompe pas dans mon accent, Où j'y chasse, Yitzpat. Voilà. Hop. Oui, alors j'ai encore laissé des couleurs d'animaux dans le calque. Mais j'ai dit ne pas déranger. C'est dingue ça quand même. Ne pas déranger, c'est clair, non? Non, bah, c'était pas activé. C'est comme le micro. Ne pas déranger. Activé. Voilà. Les notifications intempestives. Donc j'ai encore laissé des couleurs d'animaux là. Ok. Et donc là, on va les virer de là. Comment je fais? Je fais supr. Voilà. Donc si je vérifie, effectivement, là j'ai plus que du vert. Et là c'est bon. Hop, hop, donc ça c'est herbe. Ça c'est animaux. Voilà. Très bien. Bon, il reste 10 minutes, donc je ne vais pas remettre Richard puisque la vidéo là est finie. Elles sont un peu découpées n'importe comment, hein, ces vidéos. Mais comme ça, j'aurai un cut un peu clair. Donc là, c'était cours 2, épisode 3. Voilà. Il faudrait que je me le note quelque part. Je vais me le noter. Je vais me le noter pour la prochaine fois. N'importe où. Voilà. Puis je me ferai un fichier Excel un peu plus carré. Ah, bon. Allez. On va essayer on ne finira pas aujourd'hui, mais on a quand même bien avancé. Ouais, c'est plus joli comme ça, il n'y a rien à faire. Mais tant pis. C'est plus clair comme ça.
Alors l'éléphant, il est rose. L'important, c'est de ne pas se tromper de calque. On va mettre de la musique quand même. Ah, je me disais quand même, il manque quelque chose. Voilà. C'est pas Miyazaki ça, on dirait un peu, mais... Ah non, non, non. Pitié. The Legend of Zelda. Ah ben voilà. Pour les fans de Zelda. Oui, de Link. Et oui, la queue de l'éléphant, elle est comme ça. C'est un peu fort, peut-être la musique. On n'entend plus que la musique. Et moi, on m'entend pas, alors ça va pas. Et oui, la queue de l'éléphant, elle est comme ça, alors que dans la première case, elle est différente. Donc, il faudra que je l'arrange. Hop. La libellule. C'est vrai que ce métier, c'est un peu un éternel recommencement. Hein. Chaque case, on refait la même chose, un peu, avec d'infimes différences, mais... Allez. Voilà, elle a les petites ailes bleues. Hop, voilà. Le zèbre. Ah, lui, il a même un éclair sur ça. Peut-être parce qu'il a gagné la course, du coup. On dirait qu'il a un badge SS.
quand même embêtant ça. Voyons voir. C'est vrai que c'est long les couleurs, hein. C'est pour ça que dans mes BD en général, c'est en noir et blanc ou alors il y a une couleur. Parce que sinon je me retrouve à mettre plus de temps à faire les couleurs que la BD elle-même. Oui, c'est un éclair, c'est un éclair. Je l'arrangerai un peu pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais je sais pas, il n'y a pas de sigle politique d'extrême droite avec des éclairs comme ça, les faisceaux italiens. Je sais pas. Faudra peut-être que je me renseigne quand même. Si on me dit ça c'est un signe fasciste, je serais un peu embêté. Bon, je l'enlèverai ou je changerai, mais bon. Faire des petites ombres comme ça, voilà. Donc je vais lui faire tout de suite au moins le jaune, qu'on voit bien que c'est un éclair. Je vais le refaire parce que ça me trigger un peu. Voilà, c'est pour ce genre de détails que j'avais besoin d'avoir la planche en haute résolution. Et que j'ai fait tout un bin en début de stream, je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà, ça c'est un éclair. Du coup, ça ne marche plus évidemment. Allez. Voilà. Allez, puis on va faire l'herbe. Et puis on s'arrêtera là. Et on gardera la dernière case pour une autre fois. Oh, elles sont pas du tout... elles sont pas à la même taille, mes cases. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est pas dramatique, mais il faudra peut-être que je l'arrange quand même. Là, je vais le faire tout de suite. Voilà. J'aurais même dû le faire avant de mettre la couleur. Bon, ben voilà, c'est bien. On va remplir ce truc-là. Ah, là ça a abîmé l'herbe. Zut. Ah là là.
Hop. Voilà, non, c'est pas bon. Ah, c'est pénible, un petit détail, hein. C'est comme dans une maison, c'est les petites finitions. Le plus long. Voilà. Un petit gribouillis, voilà, parfait. Allez. Et ça, c'est quoi là? Bon, ça va. Après, j'ai vu que j'avais plein de petits points partout. Il faudra que je nettoie là, des trucs comme ça. Mais ça, je vais pas le faire en stream. C'est vraiment trop pénible. Hop, allez, on fait l'herbe de cette case. Et ça sera pas mal. L'herbe, elle passera sous les trucs en couleur. Qu'est-ce qu'on me dit là? Pas de soucis, c'est déjà gentil. Il y a plein de gens qui ont dit des trucs là, mais je peux pas trop voir. Ah oui, c'est par rapport à l'éclair là. Juste. Attends, je regarderai bien, mais là, je peux pas trop quitter ma sélection de peur de la perdre ou de l'abîmer. Ce qui est assez pénible. C'est le principal point noir de cette technique du lasso. Je pourrais faire ça avec un outil de tracé vectoriel, mais c'est vraiment pénible. Pour d'autres raisons. Hop, allez, hop, hop, hop. Voilà. Là, on passe sur la musique de Final Fantasy XIII, apparemment. 13.2, c'est marqué. Voilà. Alors là, je vais avoir un dossard. Voilà. Hop, j'ai plein de petites pétouilles. Allez. J'appuie quand même malade pour qu'il prenne la couleur. Et là, le brassard, il devrait être évidemment blanc. Voilà. Ça blanc, ça blanc, ça blanc, ça blanc. Alors, qu'est-ce que tu me dis? On arrive à toi. C'est mais il y en a deux. Ouais. On arrive juste. On a trop à faire. Ah. L'éclair symbolise souvent l'électricité, oui. Alors. Le flash and circle en français, l'éclair et le cercle, est un symbole politique utilisé par plusieurs organisations. Il a été utilisé pour la première fois par la British Union of Fascism. Ah merde. Et a été adopté en 1935. Et tu as raison, il faut faire attention. Wikipédia. Ah, pour l'éclair. Aïe, aïe, aïe. Dur, dur. Voyons ça. Le flash and circle. Ça ressemble. Flash and circle. British Union. Aïe, 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 aïe. Je me disais que ça me disait quelque chose, ce truc-là. Ah là 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 là. The Buff
Flash and circle is a fascist symbol used by several organizations. It was first used by the British Union of Fascism. Bon, eh ben, on fera l'éclair sans cercle à ce moment-là. Ah là là là. Bon, bah écoutez. Oui, ils n'ont pas le monopole, mais bon, quand même, j'aime pas trop. On va virer ce cercle éclair. Voilà. Et puis comme ça me fera l'occasion de rationaliser tous ces dossards qu'ils ont pas, qu'ils ont devant, qu'ils ont derrière. Voilà. Une fois ils les ont, une fois ils les ont pas. Et oui, en plus ils les ont tous avec le symbole à la fin. En fait, depuis le début, c'est une bande de crypto-fascistes. Et on ne le savait pas. Bon, ben les amis, j'avais dit 18h-20h. J'ai presque fini, finalement, à quelques petits détails près, notamment éviter qu'on prenne cette communication pour les maladies génétiques liées à la vue pour une communication du dog whistle fasciste, en enlevant ce symbole de cercle éclair qui est utilisé par des organisations nazies. Voilà, non fascistes. Bon, bah écoutez, il me manque une planche à finir. Ça sera pour la prochaine fois, à moins que je le fasse hors stream. Et ben, en tout cas, je vais vous remercier toutes et tous d'avoir été présents et de m'avoir écouté et soutenu pendant ce stream. Je vous fais de gros bisous si vous le consentez, mais de toute façon, c'est uniquement par voie électronique. Et en plus, je ne vous vois pas, donc voilà. Mais c'est en fonction de votre consentement. Et puis, je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Et voilà. N'oubliez pas d'activer la cloche qui se trouve en fait à gauche, si j'ai bien vu, pour recevoir les notifications. Et puis, vous pouvez vous abonner au replay sur ma chaîne YouTube. Et puis, vous pouvez faire de la pub, voilà, pour dire aux gens d'aller voir mon stream, si vous voulez. Allez, gros bisous, à bientôt. Salut!